Un panier de fils cache un fil fatal. Bienvenue à Mystère de minuit. Je suis votre hôte Gustave, laissez un commentaire ci-dessous ou écoutez-vous. Vos voix entretiennent ces mystères. Commençons. C'était un de ces après-midi sereins à St. Mary Mead où le monde entier semblait se reposer sous un ciel printanier pâle. Les lilas étaient couverts de fleurs, les allées sentaient vaguement l'herbe coupée et le bourdonnement des abeilles se mêlait au tic-tac des horloges derrière les fenêtres aux rideaux de dentelle. Le presbytère, comme toujours, était un centre d'animation tranquille, car Madame Partridge avait décidé d'y accueillir le cercle de couture des dames, cet auguste rassemblement de villageoises qui se réunissait chaque semaine sous prétexte d'œuvres caritatives, mais dont la véritable production se mesurait souvent davantage en murmures qu'en points. Miss Marple était assise discrètement près de la fenêtre, les mains occupées à coudre soigneusement et régulièrement un carré de mousseline pâle. Elle était l'image même de la gentillesse inoffensive, ses yeux bleus perçant ses lunettes avec un intérêt discret. Pourtant, derrière cette expression douce, son esprit cataloguait tout. Le battement nerveux des doigts de la jeune Lily Bardsley ourlant un mouchoir, la bouche serrée de Madame Templeton penchée sur sa broderie, le bavardage joyeux de Madame Bantry, dont la voix portait bien plus loin qu'elle ne le pensait. C'est Madame Price Whittaker, bien sûr, qui a apporté l'effervescence à la réunion. Elle est arrivée plus tard que les autres, le visage rouge, le chapeau de travers et les bras chargés d'un grand panier à couture en osier. « Quelle matinée !» a-t-elle annoncé en posant le panier sur la table avec un bruit sourd. Je me suis dit que je ne viendrais pas du tout, mais ensuite je me suis dit « Non, le devoir avant le confort. Je ne dois pas négliger le cercle. » Les dames murmurèrent leur approbation, tandis qu'elles dénouaient le couvercle du panier. À l'intérieur se trouvaient des bobines de fil, des chutes de tissu et un paquet emballé dans du vieux papier Kraft. Madame Price Whittaker, toujours soucieuse d'impressionner, déclara avoir sorti du tissu d'une malle du grenier pour contribuer à la prochaine courte pointe caritative du groupe. « Quel trésor, mes chéris !» ça dit-elle en sortant des tissus pliés. « Je suppose que certains d'entre eux appartenaient à ma grand-mère elle-même. » Mais alors qu'elle tirait sur le paquet se déchira inopinément, et un petit paquet glissa hors de la boîte, tombant avec un bruit sourd sur le sol. Miss Marple, la plus proche, se pencha avec une rapidité surprenante et le récupéra. Le paquet était une enveloppe défraîchie, le rabat scellé à la cire fragile, les bords jaunis par le temps. Elle le lui rendit poliment, non sans avoir remarqué l'étrange gribouillage qui le marquait, à détruire non ouvert. La salle bourdonna aussitôt d'intérêt. Madame Bantry se pencha en avant avec empressement. « Eh bien, ça a l'air vraiment intriguant. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Madame Price Whittaker s'agita les joues rouges. « Aucune idée, absolument aucune. On l'a sûrement glissé dans le panier il y a des années. Je vais le brûler immédiatement, bien sûr. Des bêtises. Vraiment, ce n'est rien. » Sa voix était trop aiguë, ses doigts tâtonnant tandis qu'elle fourrait le paquet sous les nappes. La conversation se transforma en un rire gêné. Mais Miss Marple, les yeux baissés sur sa couture, aperçut le regard rapide que Madame Templeton échangeait avec la sœur du colonel Westcott, venue observer le rassemblement. C'était un regard de reconnaissance, ou peut-être de peur. L'après-midi se poursuivit, les points de couture, le thé servi et les commérages échangés, mais l'atmosphère ne retrouva jamais tout à fait son calme. Lorsque les dames partirent, le panier à couture de Madame Price Whittaker sembla presque peser lourd, et malgré son sourire et ses adieux agités, son regard parcourut nerveusement la pièce, comme si elle attendait qu'on lui demande d'ouvrir l'enveloppe. Ce soir-là, la paix du village fut rompue. Madame Price Whittaker ne rentra pas chez elle. Le lendemain matin, son corps fut découvert au bord du chemin près du cimetière, le panier à couture renversé à côté d'elle. Les bobines de fil et les chutes de tissu gisaient éparpillées dans la poussière, mais le paquet de papier Kraft, avec son enveloppe scellée marquée à détruire, non ouvert, était introuvable. La découverte provoqua une onde de choc à St. Mary Mead. Les villageois se rassemblèrent en groupe devant les portes et les comptoirs des boutiques,
chuchotant des théories avec ferveur. Certains parlèrent de vol, même si aucun argent ne semblait avoir été volé. D'autres marmonnèrent des accidents, même si les contusions sur ses poignets suggéraient une lutte. L'inspecteur Graves fut appelé, le visage sombre comme toujours, et annonça rapidement la nécessité de mener une enquête plus approfondie. Mais Miss Marple, sirotant son thé matinal avec son calme habituel, savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Un secret était caché dans cette enveloppe, un secret que quelqu'un avait tué pour obtenir, ou pour dissimuler. Elle repensa au cercle de couture, aux expressions changeantes, aux rires nerveux, aux yeux qui avaient été trahis plus que leurs lèvres n'en avaient avoué. La nature humaine était simple, à bien y regarder. La peur, l'avidité, la honte, des fils plus emmêlés que n'importe quelle courtepointe. Et maintenant, avec une femme morte et une lettre disparue au cœur de tout cela, Miss Marple comprit que le panier à couture avait transporté bien plus que des bouts de tissu. Il avait renfermé un secret mortel, un secret qui plongerait chaque recoin de Sainte Mary Mead dans son ombre avant que la vérité ne soit révélée. La nouvelle de la mort de Madame Price Whittaker se répandit dans Sainte Mary Mead avec la rapidité d'un orage d'été, s'emparant tour à tour de chaque maison, jusqu'à ce que chaque foyer soit touché par le murmure. Au début, certains avaient été tentés de croire à un accident. Elle avait trébuché sur les dalles inégales près du cimetière, son panier se renversant à la chute. Mais les contusions sur ses poignets, clairement remarquées par ceux qui avaient aidé à transporter son corps jusqu'à la salle du presbytère, racontaient une autre histoire. Et avant la fin de la journée, le village était convaincu que Madame Price Whittaker avait été victime d'un acte criminel. Lorsque l'inspecteur Graves enquêta, les théories s'étaient déjà multipliées comme des champignons après la pluie. Au comptoir de l'épicier, l'absence de Madame Price Whittaker à sa discussion matinale habituelle sur les onces de beurre fut remarquée avec une certaine délectation, et les murmures reprirent. Madame Bantry, toujours prompte à donner du peps à une histoire, insista sur le fait que l'enveloppe manquante était au cœur de tout. Sinon, pourquoi s'en prendrait-on à la pauvre Agatha? Déclara-t-elle à Madame Hartnell. Elle était peut-être pénible par moments, mais elle n'avait pas d'ennemis, aucun que je sache. Non, c'était sûrement la lettre. Croyez-moi, elle contenait quelque chose d'effroyable, quelque chose qui valait la peine de tuer. D'autres avaient leurs propres idées. Monsieur Taverner, à la poste, suggéra un vol, bien qu'il ne pût expliquer le fait étrange que le sac à main de Madame Price Whittaker fût encore intact dans son réticule. La jeune Lily Bardsley, pâle et hésitante, raconta à un voisin avoir aperçu une silhouette se déplaçant rapidement dans la ruelle au crépuscule, sans pouvoir toutefois préciser s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Madame Templeton, dont le sang-froid était à peine intact, murmura sombrement à propos des scandales familiaux, déclarant que les vieux papiers cachaient souvent des secrets qu'il valait mieux ne pas découvrir. Et le colonel Westcott, pressé à l'auberge, grogna que toute cette affaire était absurde et que la femme avait probablement inventé un mystère là où il n'en existait pas. Ses paroles, cependant, ne furent pas crues, car sa brusquerie sembla à beaucoup une diversion. Miss Marple, quant à elle, vaquait tranquillement à ses occupations, recevant des nouvelles de toutes parts avec l'air doux de quelqu'un qui prête à peine attention à ce qu'elle entend. Pourtant, derrière ses hochements de tête et ses murmures polis, son esprit fonctionnait avec une précision tranquille. Elle se souvenait avec une clarté parfaite de l'atmosphère du salon du presbytère, de la pâleur de Madame Templeton à l'apparition de l'enveloppe, du regard furtif échangé entre elle et la sœur du colonel. Elle se souvenait aussi de la voix aiguë de Madame Price Whittaker, lorsqu'elle déclara qu'elle brûlerait la lettre sur le champ. Ce n'était pas le ton d'une femme indifférente, mais celui de quelqu'un qui désirait désespérément écarter quelque chose de trop dangereux à gérer. Lorsque l'inspecteur Graves se présenta à son cottage en fin d'après-midi, l'air fatigué, Miss Marple lui offrit du thé et l'écouta attentivement. Il rapporta que le panier avait été vidé, son contenu dispersé, mais que l'enveloppe était introuvable. « Un vol peut-être » dit-il à contre-cœur, « mais c'est un curieux voleur qui ignore une bourse pleine de pièces
et s'enfuit avec rien de plus qu'un vieux papier. « Non, je n'aime pas ça, Miss Marple. Ça ne tient pas debout. » Miss Marple acquiesça avec douceur, remarquant seulement que les gens accordaient souvent de la valeur aux choses les plus étranges, et qu'il ne fallait pas présumer que l'esprit d'un voleur fonctionnait comme le sien. Graves, qui avait désormais appris à respecter ses observations discrètes, n'émit aucune objection. Le lendemain, les rumeurs se multiplièrent, chaque histoire plus extravagante les unes que les autres. Certains affirmaient que l'enveloppe contenait la preuve d'un crime commis des années auparavant. D'autres insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une lettre d'amour issue d'une liaison scandaleuse. Une femme affirma avoir entendu dire que les mots « à détruire » signifiaient sorcellerie, mais cette suggestion fut accueillie par des rires méprisants. Seule Miss Marple écouta sans rejeter aucune théorie d'emblée, car elle savait que la nature humaine était capable des folies les plus improbables. La semaine suivante, au cercle de couture, l'absence de Madame Price Whittaker était aussi palpable qu'une maille manquante dans un patron. La conversation commença prudemment, mais s'emballa bientôt avec enthousiasme. Madame Bantry raconta pour la 3e fois comment l'enveloppe avait glissé du panier et comment Mademoiselle Marple elle-même l'avait ramassée. Les dames se penchèrent, impatientes d'entendre son commentaire, mais Mademoiselle Marple se contenta d'un sourire tendre et remarqua la régularité du nouvel ourlet de Lily. Elle savait pertinemment que les gens en disaient plus lorsqu'on les encourageait à parler entre eux, et c'est ce qui se passa. Madame Templeton, son aiguille tremblante, dit qu'il était vraiment dommage que l'affaire ne puisse être laissée de côté. « Certaines choses, murmura-t-elle, valent mieux oublier. Le passé est le passé, et le ramener à la lumière ne fait que causer de la douleur. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le froissement nerveux du tissu, jusqu'à ce que Madame Bantry s'exclame que c'était précisément pour cela que la lettre devait être dangereuse. Sinon, pourquoi souhaiterait-on qu'elle soit détruite? La sœur du colonel Westcott, qui avait jusque-là gardé le silence, déclara soudain que les gens avaient trop d'imagination. Agatha Price Whittaker était une affreuse commère. Elle a probablement écrit ce mot elle-même, espérant susciter l'intérêt. Et maintenant, voyez le mal qu'elle a causé. Mais sa véhémence attira des regards curieux, et Miss Marple, les yeux baissés sur ses points de suture, remarqua la rougeur qui lui montait aux joues. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, ses pensées tourbillonnant tranquillement. Madame Price Whittaker était tombée sur quelque chose de dangereux, par accident ou intentionnellement. L'enveloppe n'était pas de sa fabrication. Son papier délavé et son cachet de cire témoignaient d'une certaine vétusté, non d'une invention. Quelqu'un présent à cette réunion l'avait reconnu. Quelqu'un pour qui son contenu signifiait une exposition. Cette personne l'avait suivi, peut-être seulement dans l'intention de la récupérer. Mais le désespoir l'avait poussé à la violence. Les ecchymoses sur ses poignets trahissaient une lutte, et non une attaque planifiée. C'était l'acte de quelqu'un qui ne pouvait se permettre d'échouer. Pendant ce temps, le village continuait sa fièvre de spéculation, mais Miss Marple savait que la vérité ne serait pas révélée par la rumeur. Elle résidait plutôt dans les plus petites choses. Un regard, un lapsus, un déni trop hâtif. La nature humaine, songea-t-elle, est toujours la même. Menacée, les gens se trahissent, et il ne s'agissait que d'une question de patience pour voir comment. Elle jeta un coup d'œil au panier de laine près de sa chaise et sourit faiblement. Les motifs se révélaient avec le temps, pour peu qu'on ait la patience de les observer. Et tout comme une maille ratée gâchait l'ensemble, un seul faux pas trahissait une mauvaise conscience. Elle attendrait, observerait et écouterait, discrètement, jusqu'à ce que le véritable fil du mystère soit dévoilé. Et quelque part dans les ruelles tranquilles de St. Mary Mead, la personne qui avait tué Madame Price Whittaker restait éveillée la nuit, serrant l'enveloppe volée et se demandant combien de temps il pourrait garder son secret. L'inspecteur Graves a déterminé, commença son enquête de la manière la plus directe, interrogeant tour à tour chaque membre du cercle de couture. Ses questions étaient directes, ses manières vives, et bien qu'il se targuât de ne pas se laisser tromper par les ragots du village,
Miss Marple comprit aussitôt qu'il se concentrait sur l'évidence, l'opportunité, la proximité et la possibilité d'un vol physique, et oubliait les signes plus subtils de peur et de fuite, qui en disèrent bien plus. Elle avait appris depuis longtemps que les gens révèlent leur vérité non pas par ce qu'ils disent, mais par leur comportement lorsqu'ils s'efforcent de la taire. Madame Templeton fut parmi les premières à être interpellée. Assise dans son salon, le visage pâle, les mains jointes, elle affirma avoir à peine remarqué l'enveloppe. Sa voix, pourtant assurée, faiblissait lorsque Graves l'intéressa à propos des mots griffonnés dessus, comme si le souvenir même la troublait. Elle parla de Price Whittaker avec une pitié polie, déclarant que cette femme avait toujours eu un penchant pour le drame et que sa mort n'était peut-être qu'un accident, après tout. L'inspecteur, peu impressionné, griffonna une note brève dans son carnet, mais mademoiselle Marple, présente sous prétexte de transmettre un message de la femme du vicaire, remarqua le léger tremblement des mains de madame Templeton et la façon dont son regard glissait vers le secrétaire, chaque fois que l'on évoquait l'enveloppe. C'était la réaction de quelqu'un qui a quelque chose à cacher, même si ce n'était pas forcément un sentiment de culpabilité de meurtre. La sœur du colonel Westcott, mademoiselle Eleanor Westcott, se montra beaucoup plus sur la défensive. Agatha faisait tout pour se donner du mal, dit-elle sèchement. J'imagine qu'elle a sorti cette enveloppe d'un tiroir et qu'elle a prétendu qu'il s'agissait d'un mystère. Elle adorait attirer l'attention. Son ton était sec, son regard impassible. Pourtant, mademoiselle Marple remarqua la rougeur soudaine de ses pommettes et la façon dont elle tordait un mouchoir en dentelle sur ses genoux. Il n'y avait aucun doute. Mademoiselle Westcott avait eu connaissance de cette enveloppe, et sa réapparition l'avait bouleversée. Pendant ce temps, les rumeurs hors de portée de l'inspecteur devenaient de plus en plus fantaisistes. Madame Hartnell déclarait à qui voulait l'entendre que l'enveloppe devait contenir la preuve d'un enfant né hors mariage, peut-être même lié à une famille respectée du village. Au Sanglier Bleu, on spéculait sur une fraude financière oubliée depuis longtemps, ou sur un scandale lié à la Grande Guerre. Les théories s'empilaient comme autant de bouts de tissu dans un panier, aucune ne s'emboîtant parfaitement. Miss Marple, arpentant les ruelles, son sac à tricot au bras, s'autorisa le luxe de réfléchir. Elle considéra l'inscription sur l'enveloppe, la cire décolorée, l'ordre sévère, à détruire non ouvert. Ce n'était pas le geste de quelqu'un qui écrivait pour s'amuser. Cela exprimait le sérieux, le secret et la peur d'être découvert. Son auteur était convaincu que la destruction était plus sûre que la dissimulation, ce qui signifiait que son contenu devait être profondément compromettant. L'enveloppe disparue, désormais en possession de quelqu'un, était plus dangereuse que n'importe quelle arme. Le 3e matin après le décès, le docteur Fletcher confia discrètement à mademoiselle Marple en quittant le cabinet. Ce n'était pas un accident, Jane. Les bleus sur ses poignets, ses doigts qui pressaient fort, elle se débattait. Quelqu'un a essayé de lui prendre le panier. Cette enveloppe était au cœur de tout, j'en jurerais. Celui qui la détient maintenant n'aura pas de repos. Ces paroles, bien que prononcées avec confidence, faisaient écho à ses propres pensées. Ce soir-là, Miss Marple assista à une petite réunion chez les Bantry. Dolly, qui n'était pas du genre à freiner son imagination, insista pour jouer les détectives et exposa sa théorie selon laquelle le colonel Westcott était lui-même responsable. « Voyez-vous, Jane, il est malin en matière d'argent depuis des années, et j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon d'arriver dans ce pays après la guerre. S'il existait des papiers prouvant une quelconque irrégularité, il serait ruiné. C'est exactement le genre d'homme à saisir l'occasion et à faire taire quiconque le menace. » Miss Marple sourit faiblement, remarquant que l'idée de Dolly n'était pas impossible, même si elle-même n'en était pas convaincue. Le colonel Westcott était brusque et fier, mais le poison dans un verre ou les papiers cachés dans un panier ne faisait pas partie de ses méthodes. Pourtant, elle ne l'écarta pas à voix haute. On se révèle lorsqu'on est contredit trop fermement, et elle ne souhaitait pas fermer une porte prématurément. Tard le lendemain après-midi, alors que Miss Marple revenait du cimetière, elle remarqua quelque chose d'étrange. Passant devant le cottage Westcott,
Elle aperçut Eleanor Westcott à la fenêtre, baissant précipitamment le store lorsqu'elle comprit qu'on l'observait. Sur la table devant elle, à peine visible à ce bref instant, se trouvait ce qui ressemblait fort à un paquet plié en papier Kraft. Miss Marple ne s'arrêta pas, son expression ne changea pas, mais elle nota le détail et le remémora. Si Miss Westcott était en possession de l'enveloppe disparue, la question n'était pas de savoir si elle avait tué Madame Price Whittaker, mais si elle craignait suffisamment son contenu pour le protéger à tout prix. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, le panier de laine à côté d'elle. Ses aiguilles cliquetaient doucement, le motif se dessinant sous ses mains tandis que son esprit retournait sur l'énigme. L'inspecteur allait bientôt agir, soupçonnait-elle, et probablement dans la mauvaise direction, car ses pensées restaient fixées sur l'opportunité plutôt que sur le mobile. Pourtant, en matière criminelle, le mobile était la véritable clé. Qui craignait le plus cette lettre? Qui l'avait reconnue immédiatement et l'avait révélée non par des mots, mais par la trahison de son corps et de son visage? La réponse, pensa-t-elle, ne résidait ni chez Lily, ni même chez Madame Templeton, bien que sa réaction ait été une peur sincère. Elle résidait chez Eleanor Westcott, mais Miss Marple ignorait encore pourquoi. Pour l'instant, elle ne dirait rien. Mieux valait laisser les événements se dérouler, observer et attendre. Les coupables se révèlent toujours à temps, surtout lorsqu'ils sont accablés d'un secret trop lourd à porter seul. Et quelque part dans le calme de St. Mary Mead, Eleanor Westcott, ou quiconque tenait cette enveloppe, était assise, éveillée, le passé pesant sur elle, se demandant quand le premier faux pas pourrait la trahir. Miss Marple sourit intérieurement, d'un sourire doux et entendu, et renoua la maille. Les motifs se révèlent toujours, avec le temps. Et les êtres humains, comme le tricot, ne peuvent jamais dissimuler longtemps un fil tombé. L'inspecteur Graves n'avait jamais été homme à se livrer à des théories subtiles. Pour lui, le crime était généralement simple. Quelqu'un désirait quelque chose, quelqu'un d'autre s'y opposait et la violence s'ensuivait. Concernant la mort de Madame Price Whittaker, il avait concentré son attention sur Madame Templeton. Sa nervosité, ses propos sur le passé, son malaise manifeste lorsqu'on l'interrogeait sur l'enveloppe, tout cela lui semblait suffisant pour éveiller ses soupçons. Les bleus, le papier manquant, le fait même qu'elle avait le plus à perdre si ses lettres étaient révélées, formaient une chaîne qui semblait solide et convaincante. Le 4e jour après le meurtre, il était généralement entendu dans le village que l'inspecteur s'apprêtait à prendre des mesures formelles contre elle. Miss Marple, cependant, restait sceptique. Elle avait trop souvent été témoin de véritables culpabilités pour prendre la simple peur pour elle. La terreur de Madame Templeton était réelle, mais c'était la terreur de la révélation, non de la violence. Elle était le genre de femme à reculer devant le scandale, à préférer s'évanouir dans son salon plutôt que de commettre un crime décisif. Qu'elle ait des secrets, Miss Marple n'en doutait pas. Qu'elle ait tué Madame Price Whittaker, elle n'arrivait pas à y croire. Elle pensa plutôt à Eleanor Westcott, se rappelant la rougeur qui lui avait traversé les joues à la mention de l'enveloppe, le brusque tirage du store lorsqu'on l'avait aperçue à sa fenêtre. Eleanor était d'une autre trempe, plus rusée, plus réservée, avec une fierté qui ne supportait aucune humiliation. Si cette enveloppe contenait quelque chose qui concernait le nom de Westcott, Miss Marple était certaine qu'Eleanor ferait tout son possible pour le dissimuler. Pourtant, comme toujours, elle ne se laissa pas aller trop vite. Les apparences étaient trompeuses, et les motivations humaines étaient multiples. Pendant ce temps, le village bruissait de rumeurs. Certains racontaient que Madame Templeton avait attiré Madame Price Whittaker au cimetière et l'avait attaquée en désespoir de cause. D'autres murmuraient que le colonel Westcott lui-même y était pour quelque chose, utilisant sa sœur comme bouclier. Madame Bantry, pleine d'imagination, suggéra lors du thé que l'enveloppe pourrait contenir des preuves d'espionnage de guerre, une idée qui souleva le mépris de son mari, mais enthousiasma ses auditeurs. Mademoiselle Marple sourit, écoutant sans rien dire. Elle savait par expérience que ces conjectures extravagantes, bien que fantaisistes, frôlaient parfois une part de vérité cachée dans leur extravagance.
C'était le soir du 5e jour que Miss Marple fit une promenade tranquille devant le cimetière, où flottait encore une légère odeur de terre humide, héritée de l'enterrement précipité de Madame Price Whittaker. Les ombres s'étendaient à perte de vue, et l'endroit semblait étrangement calme. Elle s'arrêta près du muret de pierre, fixant l'endroit où le panier à couture avait été retrouvé renversé. Elle remarqua de nouveau le pavage irrégulier, la haie qui masquait une partie du chemin, la proximité du vieux portail du cimetière. Une personne attendant là aurait pu frapper rapidement, sans être vue, et disparaître dans la pénombre. Elle se baissa pour ajuster son châle et aperçut à moitié dissimulé sous la haie un petit objet qui accrochait la lumière déclinante. C'était une aiguille à broder cassée, brisée en deux. Elle la glissa discrètement dans son gant et poursuivit son chemin. Le lendemain matin, l'inspecteur Graves lui rendit visite, l'air vif. « Nous sommes proches d'une arrestation, mademoiselle Marple. C'est Templeton. Sinon, trop de coïncidences. » Elle avait un mobile des plus convaincants, et elle avoua elle-même qu'elle savait que l'enveloppe contenait des lettres qu'il valait mieux oublier. Je lui ai donné jusqu'à ce soir pour venir au poste et être interrogée. Miss Marple lui offrit du thé qu'il accepta d'un air brusque. Elle l'écouta avec une apparente douceur, les yeux rivés sur la théière tandis qu'elle versait. « Et pourtant, inspecteur, » dit-elle doucement, « n'est-il pas curieux que l'enveloppe elle-même n'ait pas été retrouvée? Une femme comme Madame Templeton, prise de panique, pourrait bien s'emporter. Mais aurait-elle la présence d'esprit d'emporter l'enveloppe, de la dissimuler et de ne laisser aucune trace? La peur agit rarement avec autant de précision. Elle est l'œuvre de celui qui planifie, pas de celui qui s'effondre sous le coup de la détresse. » Graves fronça les sourcils. « Vous diriez que le noir est blanc, Miss Marple, si vous pensiez que c'était utile. Mais qu'importe. Quelqu'un a bien dû prendre cette enveloppe. » Miss Marple sourit faiblement. « En effet. Et je ne peux m'empêcher de me rappeler la soudaine rougeur d'Eleanor Westcott au cercle de couture, son empressement à rejeter l'affaire comme une absurdité. Cela m'a fortement rappelé un autre cas, il y a de nombreuses années, où une dame s'était trahie non pas en niant, mais en niant trop vite. Il faut se garder de négliger les signes subtils. » Graves marmonna peu convaincu, mais Miss Marple voyait bien son malaise. Il détestait qu'on lui dise qu'il pouvait avoir tort, mais une partie de lui avait appris à se méfier de l'évidence quand elle était impliquée. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se présenta chez les Westcott, sous prétexte d'apporter un pot de confiture. Eleanor la reçut avec sa raideur habituelle, même si ses yeux vacillèrent nerveusement, lorsque Miss Marple fit remarquer la difficulté de maintenir son ménage en ordre lorsque de vieux papiers et objets personnels étaient retrouvés inopinément. « Je pense, souvent, dit Miss Marple doucement, que c'est une grâce de ranger ces choses avant que d'autres ne les voient. Elles peuvent être si facilement mal interprétées. » Les lèvres d'Éléonore se pincèrent. Certaines choses n'auraient jamais dû être conservées. On n'avait pas le droit de conserver de telles choses. C'était une remarque étrange, plus acerbe que prévu, et Miss Marple, souriant sereinement, la rangea dans son esprit. Eleanor savait exactement ce que contenait cette enveloppe, ou du moins, elle le redoutait. Le soir, le village était à cran. La nouvelle de l'interrogatoire imminent de Madame Templeton s'était répandue, et certains affirmaient qu'elle ne reviendrait pas de la gare libre. On vit Lily Bardsley pleurer au bureau de poste, convaincue que la disgrâce de son employeur jetterait une ombre sur sa propre famille. Le colonel Westcott fit irruption à l'auberge, traitant l'inspecteur d'idiot, tandis qu'Eleanor restait chez elle, stores baissés, refusant les visites. Miss Marple était assise dans son cottage, l'aiguille à broder cassée devant elle, posée sur la table. Un si petit objet, si facilement oublié. Pourtant elle était certaine qu'il avait été cassé lors d'une bagarre près de la haie. Et elle se souvenait de la broderie restée inachevée cet après-midi-là au cercle de couture, abandonnée à la hâte lorsque le panier s'était renversé. Celle d'Eleanor Westcott. Un bel ouvrage d'aiguille dont un coin était visiblement nu. Elle croisa les mains, le regard pensif. Le motif se dessinait point après point. Et même si d'autres critiquaient la culpabilité de Madame Templeton,
Mademoiselle Marple savait que la vérité était ailleurs. La nature humaine, songea-t-elle, était aussi simple qu'un échantillon une fois qu'on apprenait à la déchiffrer. Le problème était de convaincre les autres de la reconnaître à temps. Alors que l'obscurité tombait sur St. Mary Mead, l'inspecteur s'apprêtait à conduire Madame Templeton au poste. Mais Mademoiselle Marple, sereine et patiente, savait que l'histoire n'était pas encore terminée. Le véritable coupable détenait toujours l'enveloppe, craignait toujours d'être découvert et se croyait toujours en sécurité. Mais la sécurité, elle le savait, était toujours une illusion. L'inspecteur Graves n'aimait guère les atermoiements. Il pensait que l'élan était la moitié de la bataille et que si Madame Templeton n'était pas pressée de le faire maintenant, la piste risquait de se tasser. Pourtant, alors qu'il se dirigeait vers le presbytère pour la récupérer, Mademoiselle Marple s'attardait sur le perron de sa chaumière, un châle enroulé autour des épaules, les yeux levés vers le ciel qui s'assombrissait. Elle savait que la démarche de l'inspecteur ne mènerait qu'à la confusion. Le véritable motif était ailleurs, et elle en tenait un petit fragment à la main, une aiguille à broder cassée, silencieuse, mais éloquente. Elle n'avait aucune intention d'affronter Eleanor Westcott ouvertement. Cela l'aurait incité à la prudence, et la prudence était l'allié de la dissimulation. Au lieu de cela, elle rendit visite à Dolly Bantry ce soir-là, son sac à tricot à la main, et s'assit près du feu pendant que Dolly lui demandait son avis. « Je ne comprends pas pourquoi il s'agite autant pour Templeton, » déclara Dolly. « Elle a l'air bien trop fragile pour avoir soulevé ce panier, et encore moins pour se battre avec Agatha. Et pourtant, Jane, si ce n'était pas elle, qui était-ce? Certainement pas Eleanor. Elle est peut-être futée, mais elle est respectable. » Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles claquant. « La respectabilité, ma chère, est souvent un bouclier. On suppose qu'elle cache la vertu, alors qu'elle cache parfois le désespoir. Il ne faut pas confondre les apparences avec la réalité. » Les yeux de Dolly s'écarquillèrent de joie. « Alors tu soupçonnes Eleanor ?» Mais Miss Marple ne fit aucun autre commentaire, se contentant de demander des nouvelles des rosiers de Dolly, laissant son amie à la fois exaspérée et intriguée. Le lendemain matin, St. Mary Mead était en effervescence. Madame Templeton, conduite au poste, était revenue quelques heures plus tard sans inculpation. L'inspecteur Graves, bien que peu disposé à reconnaître son erreur, marmonnait que les preuves étaient insuffisantes. Les villageois, convaincus de sa culpabilité, cherchaient maintenant des suspects ailleurs. Et quelque part dans ce flot de suspicions, remarqua Mademoiselle Marple, l'inquiétude d'Eleanor Westcott devait s'accroître. La peur se manifestait non seulement par des regards furtifs, mais aussi par des changements de routine. En effet, lorsque Miss Marple passa devant la maison Westcott cet après-midi-là, elle vit les rideaux d'Eleanor tirés malgré la clarté du jour. De l'intérieur résonna un léger frottement de chaises, puis le silence. C'était le silence de quelqu'un qui écoutait attentivement, craignant d'être découvert. Miss Marple poursuivit sans s'arrêter, mais son esprit travaillait avec constance. Ce soir-là, un incident curieux se produisit. Madame Bantry, entrant précipitamment au bureau de poste, annonça qu'un incendie avait failli éclater au cottage Westcott. Eleanor, semblait-il, avait tenté de brûler de vieux papiers dans la cheminée, mais la cheminée avait tellement fumé que la servante était sortie en courant pour appeler à l'aide. L'incident fut rapidement maîtrisé, mais le village ne parla guère d'autre chose. Pourquoi, se demandait-on, Eleanor Westcott détruisait-elle des papiers avec une telle hâte? Miss Marple ne dit rien à voix haute, mais se souvint de l'instruction sévère inscrite sur l'enveloppe manquante. À détruire, non ouvert. Eleanor tentait-elle tardivement d'exécuter cet ordre ou de se débarrasser de preuves trop dangereuses à conserver? Ce soir-là, Miss Marple ouvrit la petite boîte où elle conservait l'aiguille à broder cassée. Elle la déposa à côté d'un morceau de lin qu'elle avait discrètement récupéré au cercle de couture. Le morceau qu'Eleanor avait abandonné précipitamment lorsque le panier d'Agatha s'était renversé. Le point manquant correspondait parfaitement. Ce n'était pas une preuve suffisante pour l'inspecteur Graves, mais c'était un fil conducteur, menant directement au cottage Westcott. Pourtant, le mobile restait la question essentielle.
Pourquoi Eleanor redoutait-elle autant la lettre? Miss Marple la retournait dans sa tête en tricotant. Elle se remémorait des ragots d'antan, des murmures à moitié oubliés sur les finances du colonel et la jeunesse d'Eleanor. On avait parlé il y a longtemps d'une liaison inconvenante, d'un flirt étouffé avant qu'il ne tourne au scandale. L'enveloppe aurait-elle pu contenir des lettres liées à cette liaison? Si oui, le besoin frénétique d'Eleanor de les cacher était évident. La respectabilité, une fois ternie, ne pourrait jamais être pleinement restaurée. Miss Marple savait que la culpabilité ou l'innocence d'Eleanor se révélerait très certainement sous la pression. Elle s'ingénia donc à créer les conditions. Le lendemain, elle rendit visite à Eleanor avec un pot de marmelade et quelques mots doux. Elle admira les rideaux, s'enquit du colonel, puis, comme en passant, fit remarquer « C'est affreux que l'incendie ait failli échapper à tout contrôle. Il est toujours si risqué de brûler des papiers à la hâte. J'espère sincèrement que rien d'important n'a été perdu, peut-être quelque chose qu'il aurait fallu préserver plutôt que détruire. » Eleanor se raidit, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Des vieilleries, » et dit-elle sèchement. « Rien qui vaille la peine d'être gardé. Chacun devrait s'occuper de ses affaires. » Ses yeux brillèrent cependant d'une lueur de panique indéniable. Miss Marple, satisfaite, sirota son thé et laissa la conversation dériver ailleurs. L'inspecteur, quant à lui, restait impatient. Il pressa Miss Marple de lui donner son avis. Mais celle-ci, avec sa douceur habituelle, se contenta de dire que la nature humaine se trahissait souvent au moment où on s'y attendait le moins, et que parfois, le mieux était d'attendre. Grave, bien qu'irritable, commençait à comprendre que sa patience était rarement gaspillée. Sa chance se présenta 2 soirs plus tard, lors d'une autre réunion au salon du presbytère. Le cercle de couture avait repris, sombre sans Agatha, mais déterminé à poursuivre. Eleanor y assistait, malgré un travail rigide et mécanique. Miss Marple, observant en silence, remarqua la difficulté de raccommoder du linge fin lorsqu'on a une aiguille cassée. « Tiens, j'ai cassé la mienne hier encore, » dit-elle en sortant l'aiguille à broder cassée de son sac à tricot, comme par hasard. Quel inconvénient, n'est-ce pas? On est obligé de tout recommencer. Et le travail n'est jamais tout à fait le même. Le visage d'Eleanor se vida de ses couleurs. Un instant, elle se figea, les yeux fixés sur l'aiguille avant de se forcer à rire. Oui, vraiment pénible. Mais sa main trembla si violemment que le fil glissa du chat de son aiguille. Les autres femmes, absorbées par leur conversation, ne remarquèrent rien. Mais Miss Marple voyait tout. Les plus petites choses révélaient les plus grandes vérités. Eleanor était allée au cimetière cette nuit-là. L'aiguille cassée le prouvait. Miss Marple rangea le fragment sans rien ajouter. L'heure n'était pas encore venue. La toile se resserrait, mais affronter trop tôt risquait l'échec. Il fallait laisser à Eleanor l'espace nécessaire pour se trahir davantage. Et elle se trahirait, car la nature humaine ne pouvait supporter une telle pression indéfiniment. Plus tard, tandis que Miss Marple rentrait chez elle sous le ciel étoilé, elle songea à la façon dont les soupçons s'étaient transmis d'un villageois à l'autre, chaque théorie s'embrasant avant de s'estomper. Il en était toujours ainsi. Les gens préféraient les réponses faciles, la simplicité des reproches qui s'accordaient parfaitement avec leurs préjugés. Pourtant, la vérité était rarement claire. Elle se révélait par fragments, par des murmures à moitié oubliés, par le tremblement d'une main, par une aiguille cassée et abandonnée. Dans son cottage silencieux, elle rangea l'aiguille dans sa boîte et joignit les mains. L'indice caché était désormais dévoilé. La question était désormais de savoir comment attirer Eleanor Westcott au grand jour, afin que d'autres puissent voir ce qu'elle avait déjà compris. Car la justice, aux yeux de Miss Marple, ne consistait pas seulement à dévoiler la culpabilité, mais à mettre la vérité à nu devant tous ceux qui en doutaient. Et la vérité, si petite soit-elle à ses débuts, se renforçait toujours une fois son premier fil tiré. Les semaines qui suivirent la mort de Madame Price Whittaker animèrent le village dans un rythme étrange, mi-effrayant, mi-fasciné. On parlait à voix basse à la poste et au-dessus des paniers de légumes au marché, jetant des coups d'œil autour de soi pour s'assurer que personne ne les entende. Les soupçons s'étaient déplacés
avec inquiétude de Madame Templeton vers Eleanor Westcott, même si personne ne prononçait le nom de cette dernière à voix haute. La respectabilité la protégeait, mais c'était un bouclier déjà ébranlé. Le colonel Westcott s'était emporté, sa pipe serrée entre ses dents tandis qu'il arpentait les ruelles, et les rares apparitions de sa sœur au village ne faisaient que confirmer ce que tout le monde soupçonnait déjà, que les Westcott cachaient quelque chose. Miss Marple, qui ne bavardait jamais mais écoutait toujours, recueillait des bribes de conversation avec autant de soin qu'elle ramassait les bouts de laine qui lui serviraient plus tard à tricoter. Une remarque entendue au sanglier bleu, une demi-phrase de la femme du pasteur, un rire nerveux au cours du cercle de couture, tels étaient ses indices, et ils étaient souvent plus fiables que les interrogatoires brusques de l'inspecteur Graves. Un de ces fragments provenait de la jeune Lily Bardsley, qui, tout en servant du thé chez Madame Bantry, avoua d'une voix tremblante avoir vu Eleanor Westcott rencontrer un homme en secret près du portail du cimetière, tard dans la soirée. « J'ai trouvé ça bizarre », murmura-t-elle, mais peut-être n'était-ce rien. Seulement, elle semblait si effrayée en me voyant. Je me suis sauvé aussitôt, car je savais qu'elle me gronderait pour mon indiscrétion. Les joues de Lily brûlaient tandis qu'elle parlait, mais ces mots persistaient dans l'esprit de Miss Marple. Eleanor avait des secrets, plus d'un peut-être, et les secrets, Miss Marple le savait, étaient un terreau fertile pour le crime. Madame Templeton, elle aussi, en révéla plus qu'elle ne le souhaitait. Lorsque Miss Marple lui rendit visite avec un panier de scones, elle la trouva pâle et agitée, les doigts tambourinant sur l'accoudoir de son fauteuil. « C'est une affaire épouvantable, » dit-elle à voix basse. « Mais je savais, Miss Marple, je savais que quelque chose de terrible allait sortir de cette enveloppe. Agatha n'aurait jamais dû la porter. Elle ignorait totalement ce qu'elle tenait entre les mains. » Miss Marple demanda gentiment ce qu'elle voulait dire, et Madame Templeton, après un long silence, admit avoir reconnu l'écriture sur l'enveloppe. Elle appartenait à un homme que j'ai connu il y a longtemps, à Londres. Il y avait de la correspondance, une correspondance absurde, et Agatha était au courant. Elle m'a raillé une fois, il y a des années, en disant qu'elle avait entendu parler d'une lettre. Je la croyais perdue à jamais. Mais quand j'ai vu cette enveloppe, oh Miss Marple, j'ai eu un malaise. Car si mes lettres s'y trouvaient, ma réputation serait détruite. J'ai dû détourner le regard. Je ne pouvais pas le supporter. Miss Marple hocha la tête, l'air empreint de compassion. Elle ne doutait pas de la sincérité de Madame Templeton, mais elle savait aussi que Madame Templeton n'était pas la seule pour qui la dénonciation serait synonyme de ruine. L'attention d'Eleanor Westcott, son envie soudaine de brûler des papiers, son sursaut à la vue d'une aiguille à broder cassée, ce n'étaient pas les réactions d'une innocente spectatrice. C'étaient des signes d'une femme acculée par son propre passé. Le colonel Westcott, de son côté, exprimait de plus en plus ouvertement son mépris pour l'enquête. On l'entendait fustiger l'inspecteur pour avoir harcelé sa sœur, déclarant que le nom de la famille était traîné dans la boue. Mais sous ses fanfaronnades, Miss Marple percevait de l'anxiété. Il avait l'air d'un homme luttant non seulement pour sa fierté, mais aussi pour sa survie. Elle se demandait si le colonel, lui aussi, n'était pas empêtré dans le secret que contenait l'enveloppe. Pendant ce temps, l'inspecteur poursuivait ses investigations avec une obstination farouche mais sans grand progrès. Il ne parvenait pas à retrouver la lettre manquante, et sans elle, son dossier restait fragile. Un après-midi, il confia à Miss Marple « C'est l'affaire du diable. On sait qu'elle est là, mais on n'en voit aucun signe. Quelqu'un la garde précieusement, je parie, et tant qu'on ne l'aura pas trouvée, on n'aura que des soupçons. » Miss Marple acquiesça doucement, remarquant que les gens détruisaient rarement ce qu'ils craignaient. Le plus souvent, ils s'y accrochaient, cachés, persuadés que le contrôle leur conférait du pouvoir. Graves grogna, peu convaincu. Mais cette pensée s'installa péniblement dans son esprit. Ce fut 2 nuits plus tard, sous une forte pluie, que les soupçons de Miss Marple se rapprochèrent de la certitude. Elle passa par le cottage Westcott et aperçut distinctement par la fenêtre sans rideau de la cuisine Eleanor assise seule à table. Une bougie brûlait doucement à côté d'elle, et devant elle se trouvait une enveloppe,
vieille et jaunie, son cachet de cire brisé mais toujours à l'intérieur. Eleanor tenait une feuille de papier dans ses mains tremblantes, le visage pâle et tiré, les lèvres remuant comme si elle se murmurait à elle-même. Puis, d'un mouvement brusque, elle plia le papier, le remit dans l'enveloppe et le glissa dans une petite boîte verrouillée qu'elle cacha sous le plancher, sous le tapis. Le cœur de Miss Marple s'emballa, même si elle marchait tranquillement. Elle en avait assez vu. L'enveloppe n'avait pas été détruite. Elle était restée chez les Westcott, et Eleanor, malgré ses tentatives de calme, s'effondrait. Le poids du secret pesait trop lourd sur elle. Le lendemain, le cercle de couture se réunit à nouveau. La conversation porta, comme toujours, sur le meurtre, même si les dames parlaient à voix basse, comme si les murs eux-mêmes pouvaient les entendre. Eleanor était assise, raide, serrant son ouvrage dans ses mains. Miss Marple, ses aiguilles à tricoter s'agitant avec régularité, évoquait avec douceur le passé, la façon dont les erreurs de jeunesse, une fois cachées, pouvaient se transformer en calamité si elles n'étaient pas reconnues. « J'ai toujours pensé, dit-elle, qu'une vérité affrontée avec courage fait moins de mal qu'une vérité cachée. C'est la dissimulation qui pousse les gens à des actes désespérés. » L'espace d'un instant, l'aiguille d'Eleanor glissa, lui piquant le doigt si violemment qu'une goutte de sang jaillit. Elle haleta doucement, puis pencha la tête vers son ouvrage, mais Miss Marple, qui ne manquait jamais de tels moments, le remarqua bien. Le secret d'Eleanor transparaissait, aussi sûrement que son doigt. Ce soir-là, Dolly Bantry s'écria à Miss Marple que toute cette affaire était insupportable, que l'inspecteur ne réussirait jamais sans la lettre elle-même. « Fanny, si seulement nous savions ce qu'elle contient !» s'écria-t-elle. « Car sans cela, comment peut-on déterminer le coupable ?» Miss Marple sourit faiblement. « Le contenu se révélera avec le temps, Dolly. On ne peut pas vivre éternellement avec un tel poids sur soi. Il nous pèsera et nous brisera. Et quand ce sera le cas, la vérité éclatera sous nos yeux. » Dans son cottage, elle songea que le moment approchait. L'indice caché, l'aiguille cassée, avait déjà révélé la présence d'Eleanor sur les lieux. La dissimulation de l'enveloppe confirmait son désespoir. Il ne restait plus qu'à laisser la pression monter, jusqu'à ce qu'Eleanor se trahisse d'une manière indéniable, même aux yeux de l'inspecteur. Miss Marple, patiente comme toujours, se prépara à attendre, sachant que la nature humaine ferait le travail à sa place. Et dans le silence de la maison Westcott, Eleanor était assise avec la boîte verrouillée sous le plancher, les mains tremblantes, son sommeil interrompu par la certitude que les yeux doux de Miss Marple avaient vu bien plus qu'elle ne le souhaitait. La pluie, qui s'était limitée à une bruine régulière sur St. Mary Mead, cessa enfin, laissant les haies ruisselantes et les chemins luisants comme si le village avait été lavé. Pourtant, personne ne se sentait purifié. Sous l'air clair résonnait la même lourde tension, exacerbée par la rumeur selon laquelle l'inspecteur allait bientôt intervenir à nouveau. Chacun avait sa version des faits. Les lettres de Madame Templeton, les dettes du colonel Westcott, l'incendie d'Eleanor, chaque théorie polie et échangée comme des pièces de monnaie polies par trop de mains. Au milieu de ces conversations agitées, Miss Marple avançait comme toujours avec une sérénité tranquille, s'arrêtant ici et là avec un sourire, écoutant sans en avoir l'air, recueillant ce que les autres déversaient dans leur impatience de parler. Son esprit était déjà fixé sur Eleanor Westcott, même si elle n'en parlait à personne. Elle avait vu trop clairement la terreur dans les yeux de la femme, la précipitation à tirer les stores, le tremblement de sa main face à l'aiguille cassée, qu'elle avait aperçu à la lueur d'une bougie, à travers une fenêtre non gardée, l'enveloppe elle-même, intacte, cachée dans une boîte sous le plancher. Ce seul aperçu avait suffi à confirmer ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Eleanor n'avait pas détruit le secret, mais s'y était accrochée, comme le font si souvent les gens lorsque la peur et l'orgueil les asservissent. Mais la suspicion ne suffisait pas. Miss Marple savait que les êtres humains acceptaient rarement une vérité avant qu'elle ne leur soit imposée. L'inspecteur Graves voulait des preuves, le village voulait une histoire, et Eleanor elle-même devait être poussée à trahir toute sa peur. Miss Marple attendit donc, tricotant sans relâche près du feu,
mettant de l'ordre dans ses pensées pendant que le village bouillonnait. Le rebondissement suivant survint plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Par une matinée froide, alors que le givre persistait encore sur l'herbe, Lily Bardsley fit irruption dans la cuisine de Madame Bantry, les yeux écarquillés et les joues rouges. Elle prétendit avoir trouvé, dans la sacristie de l'église, un bout de papier qui avait dû tomber de l'enveloppe disparue. Il était jauni, cassant sur les bords, et bien que la moitié de l'écriture fût maculée, une phrase ressortait clairement. « L'enfant ne doit jamais être reconnu ». Les mots passèrent de main en main avant que l'inspecteur Graves ne confisque le fragment, mais pas avant que le village ne soit pris d'une nouvelle obsession. Un enfant caché, niais. De qui était-il l'enfant et par qui? Les murmures se répandirent, comme une traînée de poudre. Certains insistèrent sur le fait qu'il devait s'agir de Madame Templeton, d'autres d'Eleanor elle-même, ou même du colonel. À la tombée de la nuit, le sanglier bleu résonna de spéculations si vives que les hommes frappèrent du poing sur la table pour se disputer, tandis que les femmes à la poste murmuraient à propos d'illégitimité, d'héritage et de honte. Miss Marple écouta gravement Dolly Bantry la presser de donner son avis, mais elle n'en donna pas l'occasion. Elle avait vu le fragment et noté, avec sa minutie discrète, que la déchirure sur le bord correspondait au pli irrégulier qu'elle avait aperçu lorsqu'Eleanor avait soulevé le papier à la lueur d'une bougie. Il était tombé par accident, pensa-t-elle, alors qu'Eleanor cherchait la lettre dans sa cuisine. Le secret qu'il laissait entendre ne lui était pas inconnu. Elle s'en doutait depuis le début, mais la révélation était désormais dans l'esprit du public, et son effet sur Eleanor serait révélateur. En effet, l'effet fut immédiat. Eleanor ne se présenta pas au cercle de couture suivant, laissant entendre qu'elle était malade. Le colonel Westcott devint plus agressif que jamais, murmurant d'une voix sombre que les femmes à scandale ruinaient les familles respectables. Madame Templeton, pâle comme la craie, s'enferma chez elle et refusa de parler à personne, certaine que tous les murmures la concernaient. Lily, effrayée par sa propre découverte, évita complètement les ruelles, tandis que l'inspecteur se gonflait d'importance, déclarant qu'il tenait enfin la preuve d'un mobile qui valait la peine de tuer. Pourtant, Miss Marple resta immobile. Le mobile n'était pas une preuve de culpabilité, et la peur n'était pas toujours synonyme de violence. Ce n'était pas encore le moment d'agir. Au lieu de cela, elle s'arrangea avec sa douceur habituelle pour aller voir Eleanor sous prétexte d'apporter du bouillon pour sa prétendue maladie. Elle trouva la femme tendue, les mains serrées sur ses genoux, le regard fuyant comme si chaque ombre pouvait dissimuler un accusateur. « C'est terrible », murmura Miss Marple, « que des affaires privées soient dévoilées au grand jour. On oublie que la jeunesse est souvent stupide, que les erreurs, une fois commises, sont irréparables, même si on souhaite ardemment qu'elles disparaissent. » Les lèvres d'Éléonore s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais aucune. Finalement, elle dit d'un ton dur, « Il faut se taire. Certaines choses sont mieux enterrées à jamais. » Miss Marple sourit doucement, ses aiguilles à tricoter cliquetant tandis qu'elle préparait sa laine. « Ah, mais la vérité, ma chère, a tendance à pousser comme les mauvaises herbes dans un jardin. On a beau arracher, elle repousse, jusqu'à ce qu'elle finisse par ouvrir la voie. Et quand elle le fait, personne n'est plus dupe. » Le sang-froid d'Eleanor se brisa alors, l'espace d'un instant. Elle se détourna, les mains sur les yeux, et Miss Marple comprit qu'elle avait frappé en plein dans le mille cette nuit-là. La servante d'Eleanor se glissa discrètement au presbytère et demanda un mot à Miss Marple. Elle avoua que sa maîtresse n'avait pas dormi depuis des jours, qu'elle restait assise des heures sous le tapis, près de la boîte verrouillée, sortant parfois l'enveloppe pour la remettre en place, murmurant qu'elle n'avait pas le choix, que personne ne devait jamais savoir. La jeune fille jura n'avoir rien dit à l'inspecteur, craignant d'être renvoyée, mais elle ne supportait plus la détresse de sa maîtresse. Miss Marple la remercia chaleureusement, lui glissa une pièce dans la main et resta ensuite longtemps assise près du feu. Le filet se resserrait, pensa-t-elle, mais ce n'était pas à elle d'y entraîner Eleanor avec brutalité. La vérité éclaterait bientôt, sous le poids de sa propre peur.
Déjà, l'aiguille cassée, le bout de papier, la main tremblante, tout indiquait la voie. L'inspectrice le verrait lorsqu'Eleanor hésiterait publiquement. Et elle hésiterait forcément, car la nature humaine ne pouvait supporter longtemps une telle tension. Le village, agité par les spéculations, poursuivait sa vie quotidienne. Les cloches sonnaient, les boutiques ouvraient, le vicaire préparait son sermon. Mais sous la surface, chaque regard, chaque murmure portait la même question. À qui appartenait le secret de cette enveloppe et qui avait réduit au silence Agatha Price Whittaker pour le garder? Miss Marple, avec son sourire serein et son tricot patient, connaissait déjà la réponse. Le temps approchait où tous la connaîtraient aussi, car la détermination d'Eleanor Westcott se brisait comme la glace sous le soleil printanier, et lorsqu'elle se briserait, la vérité éclaterait, irrésistible. Elle joignit les mains, laissa son travail de côté et s'autorisa un léger soupir. La confrontation approchait. Comme toujours. La seule question était de savoir si Eleanor avouerait avant d'y être forcée, ou si son secret lui serait arraché par sa propre main hésitante. Quoi qu'il en soit, le moment était proche, et Miss Marple serait là, comme toujours, pour le constater clairement lorsque les autres échoueraient. La découverte du morceau déchiré avait plus que dissipé les soupçons. Elle avait perturbé l'atmosphère même de St. Mary Mead. Les voisins se saluaient avec des sourires polis qui dissimulaient à peine une curiosité avide, tandis que les conversations, autrefois centrées sur la météo ou les nuisibles du jardin, tournaient désormais sans fin autour de cette expression. L'enfant ne doit jamais être reconnu. Chaque famille évaluait son passé à l'aune de ces mots, se demandant si quelqu'un de son entourage était l'objet de la lettre. Et à mesure que les spéculations grandissaient, le malaise grandissait chez les Westcott. Le colonel Westcott s'en prenait aux commerçants, Eleanor barrait sa porte aux visiteurs, et la servante fut vue en larmes à plusieurs reprises devant la boucherie. L'inspecteur Graves s'empara du fragment avec une détermination renouvelée. À ses yeux, il confirmait un scandale suffisamment grave pour justifier un meurtre. Il déclara haut et fort au Blue Boar que Madame Price Whittaker avait dû menacer de dénoncer quelqu'un et que cette dénonciation avait poussé le tueur au désespoir. Plusieurs villageois hochèrent gravement la tête, et le lendemain matin, l'histoire se transforma en conviction. Eleanor Westcott avait eu un enfant en secret, ou Madame Templeton avait caché une folie de jeunesse, et Agatha Price Whittaker était au courant depuis le début. Miss Marple, écoutant en silence, laissait les théories se développer sans retenue. Elle savait que les ragots avaient leur utilité. Ils pesaient sur les coupables jusqu'à ce qu'ils tremblent, et en tremblant, ils se trahissaient. Ce qui la préoccupait le plus n'était pas ce que croyaient les villageois, mais la réaction d'Eleanor à leurs croyances. La peur était déjà inscrite sur chaque trait de son visage, et maintenant elle allait se transformer en panique. L'occasion d'observer arriva plus tôt que prévu. Le vicaire, déterminé à calmer la fièvre des spéculations, invita plusieurs dames à prendre le thé, espérant les distraire. Eleanor était présente, pâle et raide, sa broderie serrée sur ses genoux, même si elle la touchait à peine. Miss Marple, assise en face, remarqua le léger tremblement de sa main chaque fois que la conversation abordait les enfants ou la famille. Lorsque Madame Bantry, avec son imprudence habituelle, s'exclama que l'illégitimité était une chose terrible à déterrer après tant d'années, le fil d'Eleanor cassa net entre ses doigts. Elle s'excusa brusquement, laissant derrière elle une bobine de coton qui roula sur le tapis, inaperçue de tous, sauf de Miss Marple. Plus tard dans la soirée, Dolly Bantry confia son étonnement face au départ d'Eleanor. « Tu l'as vue, Jane ?» Elle tenait à peine en place. Si jamais une femme portait un sentiment de culpabilité, c'était écrit sur son visage. Je ne serais pas surprise que l'inspecteur l'arrête demain. Miss Marple sourit doucement et ne dit rien. Une arrestation était improbable. L'inspecteur Graves manquait encore de la seule chose dont il avait besoin, la lettre elle-même. Sans elle, son enquête n'était que conjecture. Mais les paroles de Dolly confirmèrent ce que Miss Marple savait déjà. Le sang-froid d'Eleanor s'affaissait de jour en jour,
et bientôt elle allait s'effondrer au-delà de toute dissimulation. Cette nuit-là, le village fut secoué par un autre choc. Un incendie se déclara dans la sacristie de l'église, découvert par le bedeau en allant fermer. Bien que rapidement circonscrits, les dégâts furent suffisants pour alarmer tout le monde. On pensa d'abord à un accident causé par une bougie, mais des rumeurs commencèrent bientôt à circuler selon lesquelles quelqu'un l'avait allumé délibérément. Après tout, le morceau déchiré n'avait-il pas été retrouvé là quelques jours auparavant? Peut-être, disèrent les villageois. Restait-il d'autres fragments et quelqu'un avait-il cherché à les détruire avant qu'ils ne soient découverts? Les soupçons revinrent aussitôt sur les Westcott, et Eleanor en particulier. Miss Marple, apprenant l'incendie, resta longtemps assise près de son foyer, ses aiguilles immobiles sur ses genoux. Son acte était imprudent, désespéré, et parfaitement conforme à une conscience coupable qu'elle ne supportait plus. Elle imaginait presque Eleanor se faufilant dans la sacristie avec des allumettes et du pétrole, persuadée qu'en détruisant les lieux, elle effacerait toute trace de ce qui avait été révélé. Mais la destruction n'effaçait jamais. Elle attirait simplement l'attention. Et maintenant, l'inspectrice était plus convaincue que jamais que le nom de Westcott cachait un scandale qui valait la peine de tuer. Le lendemain matin, Miss Marple visita elle-même la sacristie calcinée. Se déplaçant discrètement parmi les poutres noircies, elle remarqua ce que d'autres avaient manqué. Une petite épingle métallique tordue, posée par terre près du pupitre, à moitié fondue par la chaleur. Elle se baissa pour la ramasser, reconnaissant immédiatement le fermoir d'un panier à couture. Non pas celui d'Agatha Price Whittaker, il avait été entièrement brisé dans sa chute, mais celui d'un panier plus neuf, plus simple, du genre qu'Eleanor apportait au cercle de couture. Miss Marple le glissa dans son gant et rentra chez elle avec une certitude grandissante. Eleanor était passée par là, et l'incendie n'était pas un accident. Dans l'après-midi, l'inspectrice arriva à son cottage, lasse et de mauvaise humeur. « Il va falloir agir vite, mademoiselle Marple. Le village ne tolérera plus d'attente. C'est Templeton ou Westcott, l'un des deux. Et par le ciel, je crois que c'est la sœur de Westcott. Elle cache quelque chose, je le jure. Mais sans le document, le magistrat ne donnera pas suite. Il nous faut cette lettre. » Miss Marple lui servit son thé et répondit avec son calme habituel. « Ah oui, la lettre. Mais voyez-vous, inspecteur, les gens détruisent rarement ce qui les terrifie. Ils la gardent précieusement, croyant que cela leur donne le contrôle. Et le contrôle est une illusion très dangereuse. » Graves fronça les sourcils, peu convaincu, mais ses paroles restèrent néanmoins gravées dans sa mémoire. Ce soir-là, Miss Marple partit sous prétexte de remettre un colis à la femme du vicaire. À son retour, elle passa devant le cottage Westcott et s'arrêta près de la haie. À travers les rideaux fins, elle aperçut Eleanor arpenter le salon, le visage tiré, les mains jointes. Finalement, la femme s'agenouilla, souleva le tapis et en sortit la petite boîte que Miss Marple avait déjà gravée dans sa mémoire. Elle l'ouvrit, contempla l'enveloppe qu'elle contenait, puis la serra contre sa poitrine avec un frisson avant de la remettre à sa place. Miss Marple poursuivit sa route tranquillement, le pas posé mais le cœur serein, convaincu. La lettre existait toujours, et elle allait bientôt trahir son gardien. Le village, agité par le nouveau scandale de l'incendie, exigeait des réponses. Le colonel Westcott tonna contre les calomnies, Madame Templeton ferma toute porte, et les banteries spéculèrent avec une joie sans vergogne. Mais Miss Marple, assise sereinement dans sa chaumière, savait que la vérité était sur le point d'éclater. Eleanor Westcott était acculée, cernée par la peur, les ragots et ses propres actions désespérées. L'incendie avait été l'acte d'une femme poussée à la folie, et la folie, en fin de compte, était aussi révélatrice que la confession. Il ne restait plus qu'à observer et à attendre le dernier faux pas, l'erreur qui révélerait le secret d'Eleanor, au-delà du déni. Miss Marple, qui avait vu tant de drames humains se jouer jusqu'à leur conclusion, ne doutait pas que cela arriverait bientôt. Car les secrets pesaient trop lourd pour être portés longtemps, et celui d'Eleanor l'écrasait déjà sous son poids. Les jours qui suivirent l'incendie laissèrent St. Mary Mead plus perturbée que jamais. Les habitants vaquaient à leurs courses à voix basse,
impatients de partager les dernières nouvelles, tout en gardant un œil inquiet sur leurs épaules. Le fragment de l'enveloppe et l'incendie de la sacristie avaient renforcé la conviction que quelque chose de monstrueux se cachait dans le passé du village. La suspicion, autrefois dispersée, s'accrochait désormais comme du lierre au nom de Westcott, et bien qu'Eleanor fût rarement vue, son absence ne faisait qu'alimenter les spéculations. L'inspecteur Graves insista, mais ses méthodes brutales ne lui apportèrent guère plus que des dénégations obstinées. Il marchait, les sourcils froncés, répétant à qui voulait l'entendre que sans la lettre elle-même, il ne pouvait pas continuer, qu'il fallait des preuves, pas des murmures. Pourtant, les murmures avaient souvent plus de poids que les preuves dans un endroit comme St. Mary Mead, et Miss Marple, qui comprenait cela mieux que quiconque, voyait clairement qu'Eleanor Westcott était acculée au pied du mur, où un coup de pouce supplémentaire la ruinerait complètement. Miss Marple commença son travail silencieux, non par des questions, mais par des observations qui ressemblaient à de simples bavardages. Elle parvint à parler des enfants au cercle de couture, soulignant combien il était remarquable que certaines ressemblances se perpétuent au sein des familles, même si l'on tentait de les dissimuler. Les mains d'Eleanor tremblaient si violemment qu'elle se piqua le doigt, murmurant sa maladresse. Miss Marple évoqua l'incendie de l'église avec une sympathie apparente, soulignant combien il devait être terrible de craindre la découverte de vieux papiers. Eleanor laissa tomber ses ciseaux dans un fracas qui surprit les autres, mais elle dissimula rapidement sa détresse. Chaque petit coup laissait une trace, et Miss Marple, patiente et posée, vit le dénouement commencer. L'inspecteur, impatient, demanda l'avis de Miss Marple. Elle répondit par de douces échappatoires, lui rappelant que la nature humaine était le témoin le plus fidèle, et que la patience l'emportait souvent sur la force. Graves grogna, mais il en avait suffisamment appris sur ses triomphes discrets par le passé pour hésiter avant de la congédier complètement. Elle vit dans son irritation l'inquiétude d'un homme qui souhaitait agir mais craignait de le faire sans soutien. C'est pendant le thé chez les Bantry que Miss Marple tendit son piège. Dolly, toujours aussi impatiente, avait invité plusieurs dames, dont Eleanor sous prétexte de discuter de la fête à venir. Miss Marple arriva avec son sac à tricot, l'air placide, et prit place près du foyer pour observer sans en avoir l'air. La conversation commença par des gâteaux et des guirlandes, mais bientôt, comme Miss Marple s'y attendait, elle dériva vers le meurtre. Dolly spécula sur le sens de la phrase trouvée sur le morceau déchiré, tandis que Madame Hartnell déclarait avec délectation qu'elle avait toujours pensé que les Westcott n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Miss Marple a choisi son moment. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, ses aiguilles claquant. « Comme les secrets du passé peuvent façonner le présent. Je me souviens, pendant la guerre, d'une femme qui craignait qu'une lettre ne la dénonce. Elle l'a gardée des années, même si elle aurait pu la détruire à tout moment. Finalement, c'est son incapacité à lâcher prise qui a causé sa perte. C'est vraiment triste, vraiment. » La pièce se tut. Eleanor resta figée, les yeux rivés sur sa broderie, mais ses couleurs s'évanouirent. Elle s'efforça de rire, d'un rire cassant et peu naturel. « On invente de telles histoires, Miss Marple. On ne peut pas croire à toutes ces histoires. » Miss Marple sourit doucement. « Ah, ma chère, beaucoup d'histoires sont des inventions. Pourtant, la nature humaine est remarquablement constante. On se sépare rarement de ce qui nous terrifie. On le garde près de soi, même si ça nous brûle les mains. » Le silence qui suivit fut brutal. Le fil d'Eleanor cassa avec un bruit semblable à celui d'une rupture nerveuse. Elle baissa la tête, tâtonnant pour faire un nœud, mais ses mains tremblantes la trahirent. Les autres femmes échangèrent des regards perplexes, mais Miss Marple comprit ce qu'elle cherchait. Eleanor craquait sous la tension. Plus tard, tandis que les dames partaient, Miss Marple s'attarda pour ajuster son châle, se plaçant là où Eleanor devait passer. Elle parla doucement, tandis que la femme s'approchait. C'est un poids terrible, n'est-ce pas, de garder un tel secret? Mais les fardeaux sont toujours plus lourds lorsqu'on les porte seul. Tôt ou tard, la vérité exige d'être connue. Eleanor hésita, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler,
puis passa précipitamment sans un mot. Mais Miss Marple savait que la graine avait été semée. La panique ferait le reste. Ce soir-là, la servante d'Elénore alla de nouveau trouver Miss Marple en secret. Elle lui rapporta que sa maîtresse avait arpenté la pièce jusqu'à minuit, murmurant qu'elle ne pouvait pas supporter cela, que la lettre devait être détruite avant qu'elle ne gâche tout. Effrayée, la jeune fille supplia Miss Marple d'intervenir. Miss Marple la rassura gentiment et resta assise longtemps près du feu après le départ de la servante. Elle voyait clairement le schéma maintenant. Le désespoir d'Elénore grandissait, la peur d'être découverte la poussant à commettre une bêtise après l'autre. Bientôt, soit elle détruirait la lettre par imprudence, soit elle se trahirait en essayant de la dissimuler. Miss Marple n'avait plus qu'à attendre le dernier faux pas, celui qui révélerait même à l'inspecteur Graves ce qu'elle savait depuis le début. Le village continuait de bruisser de rumeurs. Certains prétendaient que Madame Templeton avait avoué en privé à un ami, d'autres que le colonel Westcott s'apprêtait à quitter le pays. Chaque théorie suivait son cours avant de s'effondrer sous son propre poids. Mais sous le bruit, le silence d'Éléanore devenait plus révélateur. Elle restait dans sa chaumière, store baissé, ne s'aventurant que rarement, et avec l'air de quelqu'un qui redoute le moindre regard. Miss Marple, vaquant tranquillement à ses courses, s'autorisa un léger sourire. La fin était proche. Ce n'était pas la vengeance qu'elle anticipait, mais l'inévitable révélation de la nature humaine. Eleanor Westcott s'était piégée dès l'instant où elle avait pris l'enveloppe dans le panier d'Agatha Price Whittaker. Le piège se refermait, et bientôt il n'y aurait plus d'échappatoire. Le soir suivant la réunion chez les Bantry, St. Mary Mead semblait étrangement calme. Les bavardages qui s'échappaient habituellement des fenêtres des chaumières s'étaient tus, comme si tout le village retenait son souffle. Miss Marple était assise près de son feu, tricotant à la main, l'esprit ailleurs. Elle avait vu le sang-froid d'Eléanore Westcott voler en éclats sous le poids d'une seule remarque. De telles fissures, elle le savait, ne faisaient que s'élargir. La question n'était pas de savoir si Éléanore vacillerait à nouveau, mais quand et de quelle manière. L'inspecteur Graves, impatient et agité, était venu la voir plus tôt dans l'après-midi. Il avait admis avec une grimace que les femmes présentes au thé avaient toutes signalé le comportement étrange d'Éléanore. « Je vais devoir l'amener », avait-il déclaré. « Il ne faudrait pas que le village croie que nous avons peur de son nom. Mais bon sang, Miss Marple, je ne peux pas bouger sans la lettre. Le magistrat ne l'entendra pas. » Sa frustration était évidente. Pourtant, Miss Marple se contenta d'un sourire doux et lui rappela que la nature humaine révèle souvent ce que les preuves ne peuvent pas révéler. Cette nuit-là même, la révélation commença à prendre forme. Durley Bantry, qui ne laissait jamais passer un incident sans l'embellir, était allé voir Éléanore au cottage Westcott, soi-disant pour s'enquérir de sa santé. Elle revint essoufflée auprès de Miss Marple avec le récit qu'Éléanore s'était emportée, déclarant qu'elle ne se laisserait pas harceler par les commères, qu'elle n'avait rien à cacher et que quiconque oserait suggérer le contraire le regretterait. « Tiens, Jane, ses yeux brillaient tellement que j'ai cru qu'elle allait me frapper, » s'exclama Dolly. « Si ce n'est pas de la culpabilité, je ne sais pas ce que c'est. » Miss Marple écoutait patiemment, même si elle savait que le jugement de Dolly était teinté de drame. Pourtant, l'emportement d'Éléanore était révélateur. La panique avait tendance à se transformer en défi, et le défi en folie. Éléanore révélait déjà au village la peur qu'elle s'efforçait tant de dissimuler. Le lendemain apporta un nouveau tumulte. La servante des Westcott, à bout de courage, confia à la femme du vicaire que sa maîtresse gardait un coffret verrouillé sous le tapis du salon. La nouvelle se répandit à une vitesse étonnante, car dans un village, rien ne restait secret longtemps. Le soir venu, tout le monde était au courant de l'existence du coffret, et les spéculations sur son contenu étaient plus folles que jamais. Le colonel Westcott s'emporta contre les ragots, mais ses fanfaronnades ne firent qu'accroître les soupçons. Éléanore se retira complètement, refusant les visites, les rideaux tirés même à midi. Miss Marple observait tout cela avec un calme serein. Elle ne parla pas de ce qu'elle avait vu. La lettre dans les mains tremblantes d'Éléanore à la lueur d'une bougie, mais elle savait que la vérité était sur le point d'émerger.
La boîte secrète, désormais connue de tous, allait devenir le centre de tous les regards curieux, de toutes les théories murmurées. Eleanor ne pouvait supporter cette pression bien longtemps. C'est l'après-midi suivant, au cercle de couture, que le tournant se produisit. Eleanor n'avait pas souhaité y assister, mais les apparences l'exigeaient. Elle arriva donc pâle et les lèvres pincées, serrant son panier comme une armure. Les autres dames, impatientes mais inquiètes, lui jetèrent des regards furtifs tout en s'occupant de fils et de tissus. Miss Marple, sereine comme toujours, parla avec légèreté de la gêne occasionnée lorsqu'on égarait ses affaires. « Je me souviens avoir égaré une boîte de lettres, » dit-elle doucement, et même si elle n'avait aucune importance, la simple idée qu'on les retrouve était extrêmement troublante. On se sent tellement vulnérable quand ses affaires privées sont entre les mains d'autrui. L'aiguille d'Eleanor glissa. Elle appuya trop fort, la cassant brusquement, plongeant la pièce dans le silence. Un long moment, elle resta figée, l'acier brisé entre ses doigts, le souffle court et court. Puis elle força un sourire, murmurant sa maladresse, mais son visage avait perdu toute couleur. Personne d'autre ne comprenait ce qui s'était passé, mais Miss Marple le savait. Le poids la brisait. L'inspecteur Graves arriva le lendemain matin, annonçant le départ précipité du colonel Westcott pour Londres, sans laisser de nouvelles de son retour. L'inspecteur se plaignit du désagrément, mais Miss Marple voyait plus loin. Le colonel Westcott avait fui non pas l'inspecteur, mais le scandale qui pesait désormais sur sa sœur. Il avait préféré l'absence à la défense, laissant Eleanor plus exposée que jamais. Ce soir-là, le moment tant attendu par Miss Marple arriva enfin. Eleanor elle-même apparut au presbytère, pâle, les mains tremblantes, exigeant de voir l'inspecteur. D'une voix où se retenait une hystérie contenue, elle déclara qu'elle était persécutée, que les rumeurs étaient insupportables, qu'elle ne pouvait vivre sous de tels soupçons. Graves, brusque et lasse, la pressa de s'expliquer. Eleanor hésita, puis déclara avec fracas qu'elle n'avait rien à voir avec la mort de Madame Price Whittaker, qu'elle n'avait jamais vu la lettre dont tout le monde parlait, et que les rumeurs d'un enfant caché étaient d'épouvantables mensonges. Son déni était trop violent, sa voix trop aiguë. Miss Marple, assise tranquillement près du feu, observait avec compassion. Elle savait ce qu'était l'explosion d'Eleanor, le cri désespéré d'une âme coupable qui ne craignait pas la loi. Mais la vérité Graves, exaspérée, demanda pourquoi, si elle n'avait rien à cacher, sa servante avait parlé du coffre verrouillé. Eleanor se figea. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Le silence fut plus long, plus accablant que n'importe quelle confession. Finalement, elle balbutia que le coffre ne contenait que de vieilles lettres sans importance, des affaires de famille, rien qui n'intéressait personne. Miss Marple se pencha en avant, d'une voix douce, presque bienveillante. « Ah, mais ma chère, s'ils ne présentaient aucun intérêt, pourquoi les garder sous clé et cachés? C'est toujours curieux de voir des gens protéger ce qu'ils prétendent mépriser. » Le sang-froid d'Eleanor s'ébranla. Elle se leva brusquement, sa chaise basculant, et cria qu'elle ne serait pas jugée par une salle pleine d'insultes. Puis, avec une soudaineté qui les surprit tous, elle se retourna et s'enfuit dans la nuit, son châle volant derrière elle. L'inspecteur jura et fit mine de le suivre, mais Miss Marple leva la main. « Laissez-la partir, inspecteur. La vérité a sa propre façon de s'élever. Elle ne courra pas bien loin. Au matin, nous y verrons plus clair. » Et en effet, Miss Marple sentait le schéma se resserrer vers sa conclusion. Le déni d'Eleanor l'avait trahi plus sûrement que des aveux. Le village ne serait satisfait qu'une fois la boîte ouverte, et Eleanor elle-même, sous le poids de son secret, ne pourrait résister à la pression. La nature humaine était inexorable, et Miss Marple savait que la fin était proche. Elle retourna à son cottage et s'assit de nouveau près du feu, ses aiguilles à tricoter fermement à la main. Les fils du mystère étaient presque réunis, le motif clair. Il ne restait plus qu'à le révéler au grand jour, lorsque même l'inspecteur Graves ne pourrait plus s'y tromper. Le secret d'Eleanor Westcott, si longtemps caché, allait être dévoilé, et avec lui la vérité sur la mort d'Agatha Price Whittaker. Le matin suivant le vol d'Eleanor, l'aube se leva brusquement et clairement, le ciel d'un bleu pâle, et l'air chargé d'un silence empreint d'attente qui rend hésitant même le chant des oiseaux.
St. Mary Mead s'agita, mal à l'aise. Le cottage Westcott restait clos, ses rideaux tirés comme pour se protéger du regard du monde, et les villageois passèrent devant lui d'un pas rapide, leurs murmures résonnant du même refrain. Eleanor Westcott avait craqué. Que ce soit par culpabilité ou par peur, personne ne parvenait à s'accorder, mais tous savaient que la crise était proche. L'inspecteur Graves, déterminé et déterminé, rendit visite à mademoiselle Marple avant de se rendre au cottage. Il déclara qu'il fouillerait la maison, récupérerait le coffret et réglerait l'affaire une fois pour toutes. « Ah, cela ne peut plus durer, mademoiselle Marple. » Et dit-il d'une voix tendue, « Le village est en émoi, et le comportement de cette femme la condamne. Si elle est innocente, elle devra le prouver. Sinon, la justice aura son mot à dire. » Miss Marple écoutait calmement, ses aiguilles à tricoter s'agitant lentement. Elle ne le dissuada pas, même si elle savait pertinemment que la main lourde de l'inspecteur n'apporterait pas de clarté, mais de confusion. Ce qui comptait désormais, ce n'était pas la force, mais la compréhension. Pourtant, la boîte devait être mise au jour, et elle n'en doutait pas, car la panique d'Eléanor la révélerait au grand jour. Il se trouve qu'Éléonore elle-même devança les recherches de Graves. En milieu de matinée, elle apparut au presbytère, pâle et le regard hagard, serrant le coffret verrouillé contre sa poitrine. Elle affirma être venue prouver son innocence et ne pas laisser sa famille être détruite par des mensonges et des ragots. Le vicaire la reçut avec une courtoisie solennelle, tandis que Graves, dissimulant à peine sa satisfaction, exigea la clé. Éléonore refusa, prétextant que le contenu était privé, des affaires familiales qui ne sauraient être vues par une simple curiosité. C'est à ce moment que Miss Marple, arrivée discrètement avec son sac à tricot, prit la parole avec sa douceur et son calme. « Ma chère, vous devez comprendre que le secret ne fait qu'accroître les soupçons. Si ce que vous détenez est innocent, cela vous disculpera. Si c'est coupable, eh bien la vérité ne peut être cachée éternellement. Mieux vaut la révéler maintenant, tant que vous avez l'occasion de la dire vous-même. » Les lèvres d'Éléonore tremblèrent. Un instant, elle sembla sur le point de céder, puis, avec une soudaine férocité, déclara que personne ne verrait les lettres, qu'elle les brûlerait avant de les laisser lire. Elle se tourna vers l'âtre comme pour jeter la boîte au feu, mais Graves s'avança et la lui arracha brutalement des mains. Elle cria, se couvrant le visage comme si le simple fait de la retirer la déshabillait. L'inspecteur força la serrure sans effort. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier décoloré, jauni par le temps, relié par un ruban usé. Il déplia la feuille du dessus, et le silence s'abattit sur la pièce. L'écriture, bien que floue, était suffisamment lisible. Elle parlait d'un enfant né en secret, reconnu par aucun de ses parents, confié à des inconnus pour préserver sa réputation. Elle exprimait aussi la honte, la peur d'être découvert, la détermination à ce que l'affaire ne soit jamais révélée. Graves leva les yeux, perplexe. « C'est bien ça, alors, l'enfant. Mais qu'est-ce que cela implique pour le meurtre ?» Miss Marple, dont les aiguilles s'étaient enfin calmées, se pencha en avant, le regard clair et doux. « Cela signifie, inspecteur, que Madame Price Whittaker est tombée sur ce qui n'aurait jamais dû être connu. Elle a reconnu l'enveloppe pour ce qu'elle était. Une relique du passé, dangereuse si elle était révélée. Et Éléonore, en la voyant entre les mains d'Agatha, a compris que son secret était en jeu. Elle l'a suivie ce soir-là, espérant seulement la récupérer. Mais Agatha a résisté, pensant peut-être pouvoir utiliser son savoir. Il y a eu une bagarre près de la haie. Le panier est tombé, et dans son désespoir, Éléonore a serré les poignets d'Agatha trop fort. Elle voulait s'emparer de la lettre, mais la peur l'a poussée plus loin qu'elle ne le pensait. Lorsqu'elle l'a lâchée, Agatha était irrécupérable. Éléonore poussa un cri sourd et brisé, se couvrant le visage. Graves se tourna brusquement vers elle. « C'est vrai !»« Tu l'as tuée pour ça !» Elle secoua la tête avec angoisse, ses mots se bousculant. Elle n'avait pas eu l'intention de tuer, insista-t-elle, seulement de prendre la lettre, de faire taire les railleries d'Agatha avant qu'elle ne commence. Elle parla de la terreur d'être exposée, de la honte insupportable que la lettre susciterait,
de la façon dont elle avait vécu toute sa vie sous l'ombre d'un passé qui n'était pas entièrement le sien. « C'était ma mère », murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Ces lettres étaient les siennes. Elle a eu un enfant avant son mariage, un enfant donné. J'ai été élevé dans le silence pour préserver le nom de la famille à tout prix. Quand j'ai vu cette enveloppe, j'ai pensé... Elle s'interrompit, frissonnante. Je croyais que c'était à moi. Miss Marple la regarda avec une compassion silencieuse. Bien souvent, ce n'est pas l'acte lui-même, mais la peur qui détruit des vies. Vous vous êtes cru condamné et avez agi sous l'emprise de la terreur. La pauvre Madame Price Whittaker a payé le prix de votre terreur. Mais ce n'était jamais vous, ma chère. C'était le secret de votre mère, pas le vôtre. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots d'Éléanore. Graves mal à l'aise se tortillait. Il n'était pas cruel, mais la pitié l'envahissait. Il murmura que la loi devait suivre son cours, qu'une vie avait été perdue. Éléanore baissa la tête, trop épuisée pour discuter. Miss Marple, pliant son tricot, parla doucement. « Voyez-vous, inspecteur, le motif était là depuis le début. L'aiguille à broder cassée près de la haie, les tentatives précipitées de brûler des papiers, la terreur à chaque mention d'enfant. La nature humaine raconte son histoire, si l'on a la patience de l'écouter. La culpabilité de la pauvre Éléanore ne s'inscrivait pas dans les preuves, mais dans la peur. Et la peur, comme je l'ai souvent observé, en est la marque la plus évidente. Ce soir-là, la nouvelle se répandit rapidement dans le village. Eleanor Westcott avait avoué, sinon un meurtre intentionnel, du moins un acte désespéré qui s'était soldé par la mort. Le secret de la lettre était connu, non pas le péché d'Éléanore, mais celui de sa mère. Pourtant, le scandale persistait, car les villages n'oublient pas facilement, et les rumeurs d'illégitimité et de honte persisteraient dans les ruelles pendant des années. Miss Marple retourna à son cottage avec l'air calme de celle qui a déposé un fardeau. Elle reprit son tricot au coin du feu, songeant avec une douce tristesse à la façon dont les êtres humains s'empêtrent dans les filets de la peur et de l'orgueil. Une simple lettre, conservée alors qu'elle aurait dû être détruite, s'était envenimée comme une épine jusqu'à provoquer une tragédie. Et tout cela parce que personne n'avait voulu affronter la vérité en son temps. Elle soupira doucement, fit cliqueter ses aiguilles une fois de plus et pensa à ses rosiers, qui auraient bientôt besoin d'être taillés. La vie à St. Mary Mead continuerait, comme toujours, sous sa surface paisible de haies, de jardins et de thé. Mais quelque part dans le silence persistait le souvenir d'une femme morte, parce qu'une autre avait craint ce qu'elle n'aurait jamais dû craindre. Miss Marple sereine portait ce savoir sans amertume, seulement avec la certitude mélancolique que la nature humaine était toujours la même. Les jours qui suivirent les aveux brisés d'Eleanor Westcott furent difficiles à St. Mary Mead. Bien que l'inspecteur Graves se comportât avec la fermeté d'un homme ayant accompli son devoir, le village demeurait agité, troublé par le sentiment que la vie avait été changée à jamais. Les meurtres n'étaient pas rares dans ces endroits, mais ils laissèrent des traces qui persistaient longtemps après la fin des procédures officielles. Les voisins se rassemblaient encore aux portes des jardins pour chuchoter. Les commerçants baissaient encore la voix à la mention de son nom. Et l'absence d'Éléanore dans les ruelles était aussi flagrante qu'une pierre manquante dans un mur familier. L'inspecteur fit de son mieux pour expliquer la situation en termes simples. Il expliqua au vicaire et à quelques autres que ce n'était pas prémédité, qu'Éléanore avait agi par peur, qu'elle avait seulement voulu s'emparer de l'enveloppe. Mais peu l'écoutèrent avec compassion. Le village préférait sa propre version de l'histoire, teintée de scandale et teintée de jugement. Certains affirmaient qu'Éléanore avait tué pour cacher sa propre disgrâce, d'autres que le colonel savait depuis le début et avait fui pour échapper à la honte. Quelques-uns, ceux qui se croyaient plus bienveillants, firent remarquer qu'elle avait été victime des péchés de sa mère, mais même leur compassion était teintée de désapprobation. Miss Marple entendait tout et parlait peu. Elle savait que les gens se souvenaient rarement de la vérité une fois les ragots enracinés. Ils se souvenaient plutôt de l'histoire qui satisfaisait le mieux leur goût pour le drame. Ainsi le nom d'Éléanore resterait dans l'ombre, le secret de sa mère s'accrochant à elle comme le lierre à la vieille pierre. Ce n'était pas juste,
mais c'était humain, et Miss Marple avait depuis longtemps cessé d'attendre la justice de la nature humaine. Au cottage Westcott, le silence régnait. La servante fut renvoyée discrètement, et Eleanor resta dans sa chambre, refusant même les visites de la femme du vicaire. Le colonel Westcott n'était pas rentré de Londres, et personne ne savait s'il comptait y retourner. La maison elle-même semblait se rétracter du village, rideaux tirés, jardin à l'abandon, comme si elle souhaitait effacer sa propre présence. Et c'était peut-être mieux ainsi, car les villageois, bien que fascinés, ne salueraient plus jamais Eleanor sans le souvenir de ce qui s'était passé. L'inspecteur Graves revint au cottage de Miss Marple avant son départ pour son quartier général. Il admit d'un hochement de tête réticent que ses observations superficielles l'avaient guidé plus sûrement que ses propres méthodes. « Je n'aurais jamais pensé remarquer une aiguille à broder cassée, » dit-il en jetant un regard étrange à son tricot. « Ni cette histoire d'incendie. Je suppose que je devrais vous en être reconnaissant, même si je ne vois pas comment vous faites. Vous donnez l'impression que c'est simple ?» Miss Marple sourit doucement. « Pas simple, inspecteur, simplement ordinaire. Les gens se révèlent si on les observe attentivement. C'est un peu comme le tricot. On suit le modèle et lorsqu'une maille est ratée, elle se révèle. » Il partit en secouant la tête, mi-admiratif, mi-déconcerté, et elle savait qu'il ne comprendrait jamais tout à fait. Ce n'était pas sa façon de faire. Il se fiait aux preuves, non à l'intuition. Et les preuves, bien que nécessaires, ne pouvaient jamais révéler la vérité. Le reste résidait dans les petites trahisons du comportement humain qu'elle avait passé sa vie à observer. Les funérailles d'Agatha Price Whittaker se déroulèrent avec moins de cérémonie que sa vie ne l'aurait exigé. Après tout, c'était une femme difficile. Et si les villageois pleuraient sa fin violente, peu d'affection sincère venait tempérer leur chagrin. Le vicaire parla de pardon et des dangers des ragots, mais peu écoutèrent attentivement, leurs regards déjà tournés vers Eleanor, absente. Miss Marple assista, assise tranquillement parmi ses voisins, ses pensées s'attardant moins sur la femme enterrée que sur la peur qui l'avait emportée. Dans les jours qui suivirent, le rythme du village reprit lentement. La poste reprit son agitation joyeuse, Madame Bantry se consacra à l'organisation de la fête, et Lily Bardsley, bien que toujours nerveuse, fut aperçue de nouveau en promenade avec ses amis. Pourtant, sous les bruits ordinaires de la vie, subsistait un malaise discret, le sentiment que quelque chose avait été dévoilé et ne pourrait jamais être complètement dissimulé. St. Mary Mead s'était toujours enorgueillie de sa respectabilité, mais elle savait désormais, plus vivement que jamais, que sous chaque haie soignée et chaque tasse de thé poli se cachaient des secrets susceptibles d'être détruits. Un après-midi, alors que Miss Marple était assise avec Dolly dans le jardin des Bantry, Dolly s'exclama qu'elle n'y comprenait toujours rien. Tout ce tapage, Jane, et finalement ça n'avait rien à voir avec Eleanor elle-même, seulement avec sa mère. Et pourtant, elle se comportait comme si le monde entier la regardait. J'aurais laissé l'enveloppe brûler si ça avait été moi. Miss Marple leva les yeux de son tricot, l'air serein. Ah, mais la peur n'est jamais rationnelle, Dolly. Eleanor avait vécu toute sa vie sous cette ombre. Pour elle, la honte était autant la sienne que celle de sa mère. On lui avait appris que le secret était synonyme de sécurité, et donc lorsque le secret échouait, elle ne voyait que la ruine. C'est souvent le cas pour les femmes de sa génération. Les apparences comptaient plus que la vérité, et la peur de la honte l'emportait sur tout le reste. Dolly soupira en secouant la tête. C'est dommage. Mais bon, ça évite que la vie soit monotone. Miss Marple ne répondit pas. Elle savait que la tragédie n'était jamais ennuyeuse et que derrière chaque folie humaine se cachait une douleur trop vive pour être facilement perçue. Elle pensa plutôt à Eleanor, assise seule dans sa maison close, et au lourd fardeau qu'elle porterait pour le restant de ses jours. Le soir s'installa sur le village, dans son calme familier. Des lampes brillaient derrière des rideaux de dentelle. Un faible murmure de voix traversait les jardins, et quelque part, une horloge sonna l'heure. Miss Marple posa son tricot et se leva pour tirer les rideaux. Elle n'éprouvait ni triomphe ni satisfaction,
seulement la certitude sereine que le motif avait été révélé et que la vérité avait été mise à nu. Agatha Price Whittaker était morte, Eleanor Westcott brisée, et le village transformé à jamais par la découverte de ce qui s'était tapi en son sein. Pourtant, la vie continuerait, comme toujours. Demain, il y aurait des rosiers à tailler, une lettre de son neveu à laquelle répondre, un sermon à l'église auquel assister. Et avec le temps, le village adoucirait ses murmures, transformant sa curiosité en une nouvelle distraction. Mais Miss Marple, qui avait trop vu la nature humaine pour être surprise, se souviendrait. Elle se souvenait toujours, car chaque crime, aussi banal soit-il, était un nouveau maillon dans le vaste tissu de la folie humaine. Et chaque cas confirmait ce qu'elle avait toujours su, que les gens étaient infiniment capables de cruauté et de peur, et que les comprendre était le plus sûr chemin vers la vérité. Elle ferma les rideaux, se rassit dans son fauteuil et attrapa son tricot. La laine glissa doucement entre ses doigts, le motif s'agrandissant à nouveau. Dehors, le village s'endormit, ses secrets pour l'instant enfouis, même si Miss Marple savait qu'il y en aurait toujours d'autres à découvrir. Et tandis que le feu crépitait doucement, elle songea avec un léger soupir que telle était la vie à St. Mary Mead. Calme en surface, mortelle en profondeur et toujours, révélatrice des petites fragilités du cœur humain. L'air hivernal se fit légèrement mordant durant les semaines qui suivirent, accentuant les sons de St. Mary Mead. Le son d'une cloche résonna plus clairement, les pas dans le chemin résonnèrent plus loin, et les ragots semblèrent se propager plus vite, même si le sujet commençait déjà à perdre de sa ferveur. Eleanor Westcott resta cachée dans sa maison aux volets fermés, les rideaux tirés comme une pénitente cloîtrée. Le colonel Westcott ne revint pas de Londres, et aucune lettre ne vint justifier son absence. La plupart des villageois en conclurent qu'il avait choisi l'exil plutôt que d'affronter le regard de ses voisins. Pour beaucoup, le scandale s'était transformé en une sorte de légende locale, une histoire à murmurer aux nouveaux arrivants dans les années à venir. La vie continuait dans le silence. Madame Bantry retourna à ses fêtes et expositions florales, son appétit pour les spéculations toujours aussi vif, même si elle secouait parfois la tête de pitié lorsque le nom d'Eleanor était évoqué. Madame Templeton, soulagée d'avoir échappé au blâme, se tenait avec une raideur renouvelée, mais ses yeux continuaient de s'agiter nerveusement à chaque fois qu'il était question de lettres ou d'écriture. Lily Bardsley reprit sa place parmi les plus jeunes, bien que sa famille, inquiète pour sa position, la pressa d'éviter les commérages. Le vicaire parlait gravement dans ses sermons de pardon, même si ses paroles flottaient sur les bancs sans se poser nulle part. L'inspecteur Graves était parti, l'affaire formellement close. Il n'y aurait pas de procès. Les aveux de panique d'Eleanor, son récit d'une lutte qui avait dégénéré, suffirent aux autorités pour qualifier l'affaire d'homicide involontaire atténuée par les circonstances. Sa santé, déjà fragile, leur donnait une raison supplémentaire de ne pas poursuivre l'affaire avec sévérité. L'affaire était réglée aux yeux de la loi, mais jamais dans l'esprit des villageois. Miss Marple observait tout avec son calme et son détachement. Elle se déplaçait parmi ses voisins avec son sourire doux habituel, s'arrêtant pour prendre le thé, commentant les jardins, écoutant plus qu'elle ne parlait. Pourtant, ses yeux voyaient tout, la façon dont le nom d'Eleanor restait en travers de la gorge, les regards furtifs jetés sur le cottage Westcott, le soulagement de ceux qui, libérés de tout soupçon, tournaient à nouveau leur curiosité vers l'extérieur. La nature humaine était infiniment prévisible. Une fois la tempête passée, on ne ruminait pas les dégâts. On guettait simplement le prochain nuage. Un après-midi, Dolly Bantry insista à nouveau, exigeant de savoir pourquoi elle était si certaine de la culpabilité d'Eleanor, alors que d'autres en doutaient. La réponse de Miss Marple fut toujours aussi douce. « Ma chère Dolly, on nous dit toujours ce qu'on craint le plus, si seulement on écoute. Eleanor s'est trahie non pas par des mots, mais par son silence, ses mains tremblantes, ses dénégations trop promptes. La mort d'Agatha fut tragique, certes, mais la plus grande tragédie résidait dans les années de secret qui y avaient reconduit. La lettre avait été écrite il y a longtemps, et pourtant son ombre s'étendait jusqu'au présent.
Les secrets sont comme les mauvaises herbes, Dolly. Sans entretien, ils poussent jusqu'à étouffer le jardin. Dolly, bien qu'elle préférât le scandale à la philosophie, hocha la tête avec satisfaction, contente de savoir que son amie avait une fois de plus raison. Miss Marple pensait souvent à Éléanore dans sa maison close. Elle l'avait aperçue une fois, se promenant dans le jardin au crépuscule, les épaules voûtées sous un châle, le visage pâle comme du parchemin. Elle ressemblait moins à une femme qu'à un fantôme d'elle-même, évoluant parmi les roses montées en graines. Le cœur de Miss Marple s'adoucit, car elle savait qu'Éléanore n'échapperait jamais au poids de cette nuit, ni à la lettre qui avait ensanglanté sa vie. Le châtiment de la loi était une chose, mais celui que chacun portait en lui était bien plus grand et durait bien plus longtemps. Le souvenir d'Agatha Price Whittaker s'estompa plus vite. Elle n'avait jamais été aimée, et avec le temps, elle n'était plus qu'un nom associé à un scandale. Sa voix s'était tue, ses manières irritables étaient évoquées avec irritation plutôt que chagrin. C'était souvent le cas, songea Miss Marple. Les victimes d'un crime ne restaient pas longtemps dans les mémoires, une fois l'histoire de leur mort racontée. Ce sont les vivants qui portèrent le poids de la mort. À l'approche de Noël, le village se tourna vers le hou et les puddings, les répétitions de la chorale et les préparatifs de la fête. La vie avait le don de lisser les apparences, quoi qu'il arrive. Pourtant, sous les chants de Noël et les guirlandes, Miss Marple sentait le courant sous-jacent familier. St. Mary Mead paraissait paisible, avec ses haies saupoudrées de neige et ses fenêtres éclairées par des bougies, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se laisser tromper. La nature humaine, malgré toutes ses faiblesses, finirait toujours par refaire surface. Quelque part, même maintenant, de nouveaux ressentiments se formaient, de nouveaux secrets s'enfouissaient, de nouvelles peurs attendaient d'être découvertes. La veille de Noël, elle était assise près du feu, ses aiguilles à tricoter étincelant à la lumière de la lampe. Elle avait presque terminé un châle pour sa nièce, le motif net et régulier, chaque point placé avec soin. Tout en travaillant, elle repensait à l'affaire qui venait de se conclure. Ce n'était pas la première dont elle était témoin, et ce ne serait pas la dernière. Chacune confirmait la vérité qu'elle avait longtemps observée. Les plus petites choses révèlent les plus grandes vérités, et les gens, dans leurs folies ordinaires, portaient en eux les germes de leur propre perte. Agatha Price Whittaker était morte non par malveillance, mais par peur. Une peur transmise de mère en fille, de génération en génération, jusqu'à ce qu'elle emporte une vie innocente. La peur était le poison le plus mortel qui soit. L'horloge sonna 9 heures. Miss Marple laissa tomber son travail et se leva pour tirer les rideaux. Dehors, la neige avait commencé à tomber, se déposant doucement sur les toits et les haies, adoucissant chaque silhouette pour lui donner une apparence innocente. Elle savait que cela ne durerait pas. La neige fondrait, des empreintes de pas apparaîtraient, et sous la blancheur la terre resterait telle qu'elle était. Ainsi en était-il pour les gens. Sous leur masque de respectabilité, leurs secrets et leurs passions demeuraient, prêts à éclater au moindre coup du sort. Elle se tourna vers le feu, le visage calme, le regard pensif. Eleanor Westcott finirait ses jours dans l'ombre, mais le village continuerait de vivre, et avec le temps un autre trouble surviendrait, un autre crime déguisé en banalité. Et alors Miss Marple serait là, comme toujours, observant silencieusement, reconstituant les fils que d'autres avaient oubliés, car ce n'était pas l'intelligence qui résolvait de tels mystères, mais la patience, la compassion et un regard inflexible sur la fragilité humaine. Les flammes crépitaient doucement, la neige tombait en silence, et Miss Marple, calme et posée, s'assit de nouveau à son tricot. St. Mary Mead dormait autour d'elle, paisible en surface, mortelle en dessous, et infiniment révélatrice, pour qui voulait bien regarder. La neige persista jusqu'au Nouvel An, adoucissant les contours de St. Mary Mead, donnant au village un aspect presque intact, comme s'il n'avait jamais connu ni scandale ni chagrin. Pourtant, sous les haies gelées, la vie suivait son rythme habituel. Les boutiques s'animaient à nouveau. Le cercle de couture reprenait une joyeuse et prudente activité, et les enfants jouaient dans les ruelles, leur rire résonnant dans l'air vif. En apparence, tout semblait rétabli,
Mais pour ceux qui avaient vécu la mort de Madame Price Whittaker, quelque chose avait changé. Eleanor Westcott restait recluse, volait toujours tirer son jardin sauvage. Le colonel Westcott ne revenait pas. Madame Templeton affichait une dignité fragile, même si le moindre froissement de papier la faisait tressaillir. Et même Dolly Bantry, infatigable dans son appétit d'histoire, baissait parfois la voix lorsque le sujet était abordé, comme si elle se rappelait que les ragots, pour une fois, avaient fait couler le sang. Seule, Miss Marple contemplait le village avec son calme habituel. Elle avait déjà tout vu. La façon dont les êtres humains s'accrochaient à la respectabilité tout en dissimulant leurs faiblesses, la façon dont les secrets, même soigneusement dissimulés, finissaient par remonter à la surface. Elle pensait souvent à l'aiguille à broder cassée, au panier renversé, au léger tremblement des mains d'Eleanor. De si petites choses, si facilement ignorées, et pourtant chacune avait été un fil conducteur. Ensemble, elles avaient révélé une vérité plus destructrice que n'importe quelle arme, la peur elle-même. Elles comprenaient, comme peut-être personne d'autre à St. Mary Mead, que l'acte d'Eleanor n'était pas né de la cruauté, mais de la terreur. Une terreur héritée, inculquée par le silence et le secret, jusqu'à devenir indissociable de la culpabilité. Madame Price Whittaker était tombée par hasard sur une lettre qui ne devait jamais voir le jour et, ce faisant, avait déclenché des années de répression. Que cela se soit terminé par la mort était tragique, mais pas surprenant. Les êtres humains, songea Miss Marple, se détruisaient si souvent non par leur méchanceté, mais par une tentative désespérée de dissimuler ce qu'ils ne pouvaient affronter. L'inspecteur avait été satisfait. Les magistrats avaient rendu leur jugement et la justice avait avancé. Mais Miss Marple savait que l'affaire n'était pas close. La punition qu'Eleanor endurait n'était ni l'enfermement ni le procès, mais la lente érosion de son moral, la conscience que sa peur l'avait poussée à la violence. C'était une sentence qu'aucun juge ne pouvait prononcer et qu'aucun sursis ne pouvait annuler. Un soir, assise au coin du feu, Dolly Bantry lui demanda si elle pensait que de telles tragédies pourraient un jour être évitées. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement, tandis qu'elle réfléchissait. « La prévention, ma chère, est très rare. On s'accrochera toujours à ses illusions, et les secrets seront toujours gardés. On ne peut pas empêcher la nature humaine d'être ce qu'elle est, mais on peut la comprendre. Et en la comprenant, on comprend plus clairement pourquoi les gens agissent comme ils le font. C'est, je pense, ce qui se rapproche le plus de la prévention, même si pour certains c'est trop tard. » Dolly soupira, à moitié convaincue, et aborda des sujets plus légers. Mais les pensées de Miss Marple s'attardèrent sur le cottage Westcott, ses volets clos se détachant sur la neige hivernale. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni satisfaction, seulement une mélancolie silencieuse, et la certitude que la vie, avec le temps, lui apporterait un autre cas similaire, un autre secret révélé, une autre folie révélée. Car les villages, comme les gens, n'ont jamais vraiment changé. Sous leur apparence paisible, ils portaient les mêmes racines enchevêtrées de peur, d'orgueil et de désir, attendant d'être perturbés. Le feu crépitait, la neige tombait dehors, et Miss Marple, sereine et patiente, se remit à tricoter. Elle ne cherchait pas les mystères, mais ils venaient toujours, et lorsqu'ils survenaient, elle était prête, comme toujours, à observer, à écouter et à rassembler les fils que d'autres avaient manqués. Car la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était toujours là, inscrite dans les petits détails, attendant que quelqu'un voie. Et ainsi la vie à St. Mary Mead reprit son cours, sa paix apparente retrouvée, quoique jamais tout à fait la même. Une autre affaire était close, un autre secret révélé, et Miss Marple, toujours vigilante, continua à comprendre que la nature humaine, dans ses peurs et sa folie, resterait toujours le plus grand mystère.